Aujourd'hui, à la Guerre des Pouces, j'ai le plaisir de recevoir le rappeur québécois Kerouac, a.k.a. Paul Poulet. Lui, il a commencé à faire du rap en 2015 avec un EP qui se rappelle plus de c'est quoi le nom de l'album qui est sorti, mais il dit que c'est très bon. C'est ça sa description Spotify de l'album. En 2017, il a collaboré avec Kodak Ludo pour faire plein d'autres albums comme Wesh, Amos et le dernier qui est sorti. Amos puis ton dernier sont sortis en juillet 2019 pour le dernier, puis l'autre en Exact. 2019, qui est Summer Pack, ton dernier album. Et dans 3 jours, tu releases une nouvelle track qui est encore produite par Kodak Ludo. Puis je suis vraiment content de te recevoir, mesdames et messieurs, tout le monde, Kerouac, a.k.a. Paul Poulet. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Toi, tu as commencé à faire de la musique, c'est ça. Ta première track, ton premier album, c'était en 2015, mais est-ce que tu en faisais avant? Ben, j'ai commencé à écrire du rap, je dirais, au milieu du secondaire environ. J'écrivais aussi du slam, j'écrivais des poèmes. Fait que j'étais vraiment beaucoup dans l'écriture de poésie et tout. Moi, j'ai toujours une passion pour l'écriture en général. Fait que, en même temps, j'écrivais des scénarios de films, j'écrivais des histoires. C'était vraiment ça comme ma base. C'était l'écriture. Puis j'ai commencé un peu à écrire des tracks de rap pour le fun au secondaire, en anglais d'abord. Puis ensuite, vers la fin du secondaire, début du cégep, j'ai commencé à écrire vraiment des tunes de rap avec un ami à moi, un ami que j'ai depuis le primaire qui s'appelle Marc-Antoine Denis, qui est aussi connu sous le nom de Nomade. Puis dans le fond, on avait un duo qui s'appelait PEM. Puis avec PEM, on a sorti un premier EP de 5 tracks qui était vraiment boom bap, old school. Tu sais, comme on est beaucoup parti de ça, je pense, les rappers que je côtoie, puis de cette base-là un peu boom bap, old school. Puis ça, c'était en 2015, donc environ, c'est ça, au début du cégep. Et puis, à partir de là, ben, moi, j'ai décidé de continuer à faire de la musique. J'en ai fait en solo. Comme tu as dit, j'ai sorti un EP solo en 2017 qui s'appelle Je m'en rappelle plus, mais c'est vraiment bon. Puis c'est ça, donc c'était à partir de là, dans le fond, j'ai continué à faire de la musique jusqu'à ma rencontre avec Kodak Ludo en 2018, où là, on a comme vraiment décidé de faire un duo ensemble, puis de se lancer dans quelque chose, dans une aventure vraiment particulière ensemble. Yeah. Puis tu parlais que tu écrivais comme du old school rap. Fait que Mhm. tes artistes préférés, tes influences, c'est comme Biggie, puis The Notorious Big, puis je sais pas. Pas vraiment. Tu sais, je pense que genre ma génération de rappers, ça allait dans tous les sens. Tu sais, genre j'ai grandi en écoutant genre autant comme Kid Cudi que Nas. Pour moi, Nas, c'est sûr que c'est comme une grosse un artiste qui m'a vraiment beaucoup touché. Puis c'est l'un des premiers artistes rap que j'ai vraiment écouté. Mais je te dirais que c'est sûr qu'il y avait quand même l'influence d'un 995 qui était comme le premier groupe français que j'ai vraiment qui m'a vraiment comme encouragé à rapper puis à prendre ça au sérieux. Qui avait cette volonté-là de retourner vers le rap boom bap pour un peu parfaire la technique ou en tout cas remettre la technique rap à l'avant-plan. Fait que pour moi, c'était comme un peu une sorte de comment dire, de façon d'entrer dans la technique rap puis vraiment s'intéresser à la technique rap. Puis en même temps, c'est sûr que j'ai fait mes écoles, dans le sens j'ai écouté genre les rappers autant en France aux États-Unis qui sont plus justement, on pourrait dire, old school. Fait que, puis à partir de là, c'est sûr que on, je suis quand même dans la mentalité que genre j'adore et je trouve comme vraiment impressionnant les artistes qui continuent à faire ce style de musique-là. Mais je crois aussi beaucoup à tous les artistes qui sont capables de pousser le rap genre dans des zones qu'on n'a jamais vues avant. Genre autant comme, mettons, un artiste comme Travis Scott, qu'un artiste comme Jeune Loup, qu'un artiste comme je sais pas, Childish Gambino, c'est l'un des artistes qui m'a le plus influencé. Fait que c'est ça, je pense que genre c'est correct d'aller dans d'autres zones, mais en même temps, il y a des rappers comme, par exemple, Alpha One d'un 995, qui a sorti un album en décembre 2020.
où là, tu vois que c'est genre un technicien comme incroyable qui est capable de genre de faire des patterns de fou, puis de vraiment sortir des punchlines de fou. Tu sais, l'album de Connaisseur Ticazo qui est sorti en 1er janvier, même chose, genre, c'est des rappers qui sont vraiment techniques, excellents, puis genre, ça, c'est impressionnant, c'est vraiment incroyable. Pour n'importe quel rappeur, c'est genre, c'est incroyable à écouter. Moi, j'ai l'impression que toi aussi, tu es vraiment technique parce que parmi les rappeurs québécois, je pense que tes textes, c'est les plus travaillés. Ben, c'est fin, mais honnêtement, je suis content d'entendre ça parce que moi, j'ai l'impression que, genre, j'ai pas l'impression nécessairement que, mettons, si tu écoutes ma musique, tu vas voir nécessairement la technique comme justement un Alpha One ou un connaisseur. Mais je suis quelqu'un qui travaille extrêmement, vraiment, vraiment beaucoup sur tes textes. Je pense que, genre, je suis quelqu'un qui, genre, peut passer un mois sur un texte juste à peaufiner les détails et tout. Puis pour moi, c'est pas nécessairement que tu vois le sort de artistry nécessairement dans ta phase de comme faire des placements de fou, mais c'est tout le temps d'essayer de jamais avoir le même flow, de tout le temps essayer d'aller dans des zones différentes, d'essayer de pousser le plus possible pour que justement tu le remarques pas, mais que ça vienne quand même t'affecter en lien avec le beat. Fait que j'apprécie, mais j'avoue que pour moi, c'est comme c'est space parce que mettons, dans ma tête, j'ai des rappers qui sont autour de moi ou que j'écoute, mettons même au Québec, en France, peu importe, mais que c'est comme des exemples fous de comme technique, tu sais, de genre technique d'écriture vraiment comme super placement et tout. Puis en même temps, souvent, ces textes-là, tu sais, c'est définitivement genre, tu sais, c'est comme du rap, genre, tu sais que c'est du rap. Puis je pense que des fois, mettons, ben, surtout avec Kodak, justement, le beat qu'on fait, des fois, ça va être du rap, genre, très assumé, puis des fois, ça peut varier, comme ça peut être quasiment dans d'autres zones. Fait que c'est comme, j'aime ça aller dans plusieurs zones en même temps, tu sais, expérimenter plein d'affaires. C'est ça, tu es très versatile. Tu sais, Ouais. dans ta musique. Comme moi, j'ai écouté Wesh, c'est comme ça que je t'ai connu. Avec Bixi, puis Mhm. On est back now. Puis j'étais dans une Honda Civic quand j'ai écouté ça. La Honda Civic à mon ami, il avait collé. Hey, c'est tellement la pire Honda Civic en plus. Il avait comme mis de la Crazy Glue pour coller son aileron, puis en tout cas, c'était tout rouillé, tout. C'est une quoi? C'est une quoi? C'est quelle année, genre? Ah, ça doit être genre une 2002, genre, l'affaire de même, OK? Elle était grise, là, une vraie Honda Civic, genre. Tu sais? Ouais. Puis on revenait de Montréal, puis on était juste partis, comme à Montréal, une journée de temps, chiller. Puis là, t'es comme, il faut que je te montre un rapper, tu sais, un duo de rap, Kerouac, puis Kodak Ludo. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais en arrière, puis j'étais comme, damn, c'est bon. Puis là, après ça, je pense qu'un an après, ben, tu as fait Santa Teresa, la dernière édition, parce que Ouais. cette année, ça a été annulé. Mais moi, j'étais là. Puis j'étais allé te voir. Tu étais comme le seul artiste que je voulais voir cette journée-là. Fait que, on a repris la même Civic. On a pris une chance. On a pris une chance qu'elle lâche pas. On est monté de voir. Puis tu jouais dans le chapiteau blanc. Puis, Ouais, ouais. puis ouais, on avait bien aimé ça. Puis après ça, hey, ça c'était un trip de fou, ça. On avait resté là les 3 jours. Puis on n'avait pas d'hôtel, de rien. Fait qu'on dormait dans Civic. Dans, Mais dans, dans le parking du Canadian Tire. j'ai l'impression que c'est un peu ça, le vibe de Santa Teresa aussi, parce que c'est comme. C'est. Tu sais, genre, c'est comme. Les meilleurs festivals, c'est ceux qui take over une ville, genre, ou qui take over un endroit, là. Puis Santa, c'est ça qui est fucking nice avec, c'est que, genre, ça, tu sais, ça prend comme toute la ville, partout où tu. Ben, en tout cas, le centre du festival, genre, tu sais, t'as les bars, les restos, tu te promènes, puis t'es tout le temps à l'intérieur de cet endroit-là magique un peu, genre. Puis je pense que genre c'est ça qui est cool avec Santa, c'est que genre il y a ce vibe-là de genre ça tu dors, genre, tu sais, il y avait des gens qui avaient des Airbnb qui louaient genre une maison pour la fin de semaine. Tu sais, nous, on est à Montréal, fait qu'on on allait là comme on faisait l'aller-retour, c'était assez facile, mais il y a quand même genre le thrill de comme tu sais, t'es à un endroit, puis genre tu passes comme ta fin de semaine là dans une ville, puis ça take over totalement genre tout l'endroit, tu sais. Que, Je vais comme peut-être mettons dans des festivals comme mettons genre les Franco, genre ou les festivals à Montréal, tu le sens moins, genre parce que souvent c'est comme juste un endroit de la ville, puis tu peux être quelque part d'autre puis pas le sentir, tu sais. Mais des festivals comme ça, comme Santa, comme le festif à Baie-Saint-Paul, genre c'est des fous triples, vraiment. ben, c'est-tu un des festivals qui est le plus cool à performer parce que justement, on dirait que la ville est totalement Santa Teresa.
Moi, honnêtement, parce que là, tu nous avais vu, dans le fond, au show, en dessous du chapiteau blanc, on avait fait comme un 15 minutes. Je pense que c'était comme pour la bourse TELUS, pour le concours de la bourse TELUS. Ils prenaient genre les 5 artistes qui étaient éligibles à la bourse, puis faisaient une petite performance. Mais on avait fait aussi le soir même un show. Dans le fond, c'est pour ça qu'on était éligible à la bourse, parce qu'on performait au festival, puis c'était le show avec À la Claire Ensemble, puis la F, qui était genre un show payant dans un bar, genre. C'est-tu le local 41? Exactement. Je C'est sais là pas, que le t'étais-tu plancher là a aussi? défoncé. Exactement. C'est OK. là où le plancher a défoncé. T'étais-tu sur ce show-là parce que c'était à la Claire? C'est ça. Dans le fond, non, c'est que nous, on était les premiers du show. Fait qu'on était OK. comme, tu sais, un peu mais on n'était pas vraiment un opening. C'était comme, tu sais, trois artistes, trois qui performaient dans le même show. Puis on était les premiers à passer. Mais la salle était pleine, genre à craquer. Tu sais, c'était comme 400 personnes dans la salle. Puis, honnêtement, c'est le meilleur show qu'on a fait, genre, ever. Là. Genre, j'ai jamais vu un crowd de même qui bounçait, genre, à chaque track. Genre, ils connaissaient, tout le monde connaissait les paroles. Puis, je trouvais ça spécial parce que dans ma tête, on était comme, tu sais, on était hype, mais on savait que, genre, aussi, tu sais, il y avait à la Claire, il y avait la F. Genre, tu sais, nous, on était comme les openers dans un certain sens, mais au final, le crowd était tellement lit pour notre show que ça a annulé le show de la F puis le show de la Claire parce que le plancher menaçait de s'effondrer, tu sais. Puis ça, ça a été comme une sorte de, pour nous, genre, OK, on est capable de, tu sais, De faire défoncer on a un un crowd, plancher. genre, ben c'est ça, tu sais. T'sais, on est capable de faire défoncer un plancher. Je pense qu'on n'est pas pire. C'est ça, tu sais, t'es comme, OK, genre, tu sais, puis il y avait eu des gros artistes là, dans cette salle-là les journées avant. Fait que, tu sais, j'avais comme une sorte de feeling que, comme, on était déjà vraiment hype pour ce show-là. Puis en plus, la journée d'avant, on avait Métro aussi. Puis, tu sais, Métro, autant le festival est gros et tout, tu sais, il n'y avait pas tant de monde à notre show, puis c'était moins comme. C'était moins le même vibe. Non, c'était le même jour, en fait. On avait Métro, puis le soir, on avait Santa Teresa. Puis c'était cool, mais c'est ça, je pense que Santa, puis nous, c'était comme il y avait une connexion avec le crowd, de genre, tu sais, c'est un peu le même public. Euh, Moi, je trouve que la programmation de ce festival-là est folle parce que tu as des artistes locaux qui sont vraiment dans toutes les vibes différents. Puis autant tu as des artistes genre anglo qui font du indie électro, autant tu as genre des artistes franco rap, puis tu as des rappers là-dedans que c'est genre, tu peux avoir à la classe ensemble puis Tizo genre la même fin de semaine. Puis Ouais. moi, je trouve ça fou. Genre, je trouve que de mixer autant de scènes avec des artistes locaux, puis en même temps d'être capable de chercher des gros artistes internationaux, c'est quelque chose de gros. Sur le festival, là, comme va évoluer aussi. Puis ils ont eu des défis à chaque année. Mais c'est c'est l'une des plus belles expériences sur scène qu'on a eues, for sure. Ouais. Moi, je me demande comment ça se passe, les meetings de Santa Teresa, quand ça vient le temps de booker les artistes. Parce que justement, tu sais, ça part à gauche puis à droite, puis il y Ouais. a vraiment beaucoup, là. Je me rappelle la fois qu'on parle, tu sais, les headliners, c'était Orelsan, MGMT, Young Lean, puis il y avait un rapper à la fin, Keb, mais dans le fond, il était moins connu que Lean. Puis là, je regardais ça avec mes amis, puis on était comme, qui c'est qui ont booké ça? Tu sais, c'est qui le gars qui fait, T'sais, on va, amène donc Young Lean, tu sais, puis Night Level, puis MGMT, tu sais, c'est cool, tu sais, moi, Mais je est-ce trippe. que toi, mettons, est-ce que toi, tu irais voir, genre, autant MGMT que Orelsan, mettons, genre, ou comme. J'ai voulu m'acheter des billets pour MGMT, puis il n'y en avait plus. J'étais arrivé sur Ouais. place, puis moi, j'aime bien gros ce groupe-là, puis il n'y en avait plus, puis j'étais comme, ah. Puis, moi, avant, j'aimais pas tant le rap français. Ouais. Là, j'ai découvert Romeo Elvis. Ouais. Quand il a commencé, mon ami Ouais. m'a montré ça, puis j'étais comme, oh shit, ok, là, c'est vraiment fort. Puis la Mhm. première tune qu'il m'avait montré, c'est Incroyaux avec Ouais. Labero et Jean Jas. Puis là, j'étais comme, ok, ça, c'est fort. Puis Ouais. là, il était booké cette année. Puis là, moi, je Ouais. capotais. Puis ben, Ouais, moi aussi, man. COVID-19. C'était fou. Puis, tu sais, genre, comme. C'est quelque chose que j'ai dit souvent, genre, en entrevue ou juste même en privé à plein de monde, mais pour moi, comme. Le rap belge, c'est genre la scène avec laquelle je trouve il y a le plus de connexion avec le rap québécois. Puis
même en général, genre, je trouve, c'est comme, pour moi, c'est comme, il y a c'est même pas un style très précis, mais je pense que c'est que peut-être, il y a cette sorte de situation commune qu'on a avec les Belges que on est sur comme on est sur une scène alternative. Tu sais, on n'est comme pas dans le gros marché. On n'est pas dans le marché américain ou dans le marché français. On est comme à côté. Puis on est dans un petit écosystème où tout le monde se connaît, où genre tout le monde est comme à peu près dans le même, tu sais, le même monde. Puis à partir de là, les gens vont expérimenter plein de musique, puis connecter ensemble, puis essayer plein d'affaires, puis on espère que ça se rend jusqu'au gros marché, tu sais, mais genre, tu sais, mettons, le rap belge, c'est super diversifié, là, tu sais, oui, il y a Romeo Elvis, il y a Caballero Jean Jass, il y a L'Art du commun, il y a le 7-7, après t'as Damso, t'as Hamza, t'as Frénétique, t'as Lucien de Yakuza, t'as des gens comme Venlo, t'as Moka Boka, c'est tellement d'artistes, Crazy, genre, tu sais, genre, c'est une scène que je connais bien puis que je suis beaucoup, puis justement parce que je sens qu'il y a tellement de créativité, puis tu sens que tous ces gens-là, genre, vivent dans un écosystème commun, tu sais. Tandis que des fois, en France, t'as l'impression que, ou aux États-Unis, t'as l'impression que c'est plein de micro-scènes, mais il y a pas de genre de trucs qui... On dirait que quand ça se rend dans le mainstream, ça se noie un peu dans une genre de truc où, genre, tu sens plus la personnalité des artistes, tu sais. Puis, Mais, justement, genre, à mes yeux, comme autant au Québec, comme il y a ce genre de feeling-là de comme euh, des artistes qui comme doivent comme se démarquer, mais en même temps qui s'influencent entre eux parce que tout le monde écoute ce qui se passe au Québec parce que genre c'est une petite scène puis comme il y a une sorte de grind commun de comme on essaie de rendre notre endroit fier, tu sais, mais de rendre d'où on vient. ouais, mais c'est La vrai ce même... que ça fait du sens. C'est la première fois que j'entends quelqu'un comparer la Belgique au Québec. Je Mhm. trouve que ça fait très du sens. Moi, ma mère vient de la Belgique. Puis, Pour vrai. ouais, puis je me rappelle d'une fois que, justement, on voulait aller voir la famille. Puis là, moi, je Mhm. voulais aller voir un show de Romeo Elvis parce qu'il Ouais. était booké comme à Gand. Puis la famille habite là. Puis comme moi, j'y vais. Puis t'es comme, OK, si tu viens, il faut que tu payes. Si tu viens puis tu veux aller le voir, tu payes ton billet. Puis si tu veux pas y aller, on le paye. Puis je suis pas allé parce que j'étais broke dans ce temps-là. Tu sais. Mais j'aurais capoté. Moi, j'étais comme voir Roméo Elvis en Belgique. Tu sais, j'aurais Ouais. capoté. Mais c'est ça. C'est la première fois que j'entends cette comparaison-là. Puis c'est vrai parce Mhm. que le bassin de la population de Belgique puis du Québec, ça doit se ressembler. C'est la même chose. C'est C'est 8 sûr que c'est millions. pareil. C'est 8 millions Ouais. les deux. Puis, Ouais. j'avais reçu justement Jay Scott au Ouais. podcast. Puis il avait demandé pourquoi, tu sais, en France, le rap francophone pogne tellement vite. Puis il m'avait dit, une des raisons, c'est le bassin de population. Tu sais, Ouais. il avait dit mettons, Paris, tu sais, puis toute la France au complet, tu sais, c'est sûr qu'il va plus avoir de monde qui vont écouter ça. Puis, Mhm. tandis qu'au Québec, tu sais, on est grand, c'est écrit, on monte dans le nord, mais on est juste 8 millions. Puis tout le monde habite quasiment à Montréal, Québec, tu sais, dans les métropoles. Mhm. Fait que c'est très intelligent ce que j'entends parce que, tu sais, c'est vrai que la Belgique, tu sais, comme un peu au Québec, il y a du monde qui habite un peu partout, mais tu sais, c'est les grosses villes, là, c'est Mhm. Bruxelles, c'est Gand, c'est Liège, tu sais, fait que ça fait très du sens. C'est la première fois que j'entends ça, niveau musique. Ouais. Puis en même temps, je pense que, tu sais, il y a une sorte il y a une sorte de quête aussi peut-être identitaire de comme, tu sais, il y a le bilinguisme aussi en Belgique. Ouais. Il y a une sorte de comme, peut-être de, tu sais, je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui m'appelle beaucoup, beaucoup dans la Belgique. Puis, tu sais, j'ai l'impression de. C'est quelque chose que j'ai écrit dans un track qui va sortir dans les mois à venir, mais je disais comme moi, j'écoute juste du rap keb, puis j'écoute juste du rap belge, dans le sens que pour moi, je vais toujours, je vais toujours être du bord du underdog, tu sais, dans un certain sens. Puis de la personne qui va essayer de, de, de comme prouver, dans le sens de se prouver prouver sa culture ou de prouver son appartenance et tout, tu sais. Je crois que c'est fondamental aussi au rap, tu sais. Mettons, on parle de la France, c'est sûr ils ont un énorme bassin de population, mais tu regardes aussi, tu sais, les rappeurs en France, c'est des gens qui représentent énormément
leur cité ou qui représentent énormément justement les quartiers d'où ils viennent, la banlieue parisienne. Fait que, tu sais, genre, les gens du 9-3, ben, ils sont très fiers de venir du 9-3. Puis les rappeurs de Sevran, mettons, particulièrement en ce moment, Sevran, c'est comme extrêmement big. Tu sais, Sevran, c'est tout petit, là. C'est une toute petite ville, genre de banlieue parisienne. Mais t'as genre les plus gros rappeurs en France qui viennent de là et qui représentent continuellement Sevran. Je pense qu'il y a ce désir-là La raison pourquoi c'est autant big, c'est qu'il y a tout le temps ce désir-là cette fougue-là d'essayer de prouver, pas prouver, mais de démontrer ton existence dans un monde, genre de faire comme yo, genre checker d'où je viens, checker où j'habite, puis c'est quoi que je représente. Puis les Québécois, on a ça aussi, tu sais, c'est un certain point où moi je trouve que la musique québécoise en ce moment, elle se comporte vraiment bien comparé à quand j'étais, mettons, adolescent. Genre, j'écoutais pas de musique québécoise quand j'étais adolescent. Là. Je veux dire, j'ai commencé à découvrir, genre, tu sais, Dedo, puis À la Claire, puis Loud Larry un peu en même temps que tout le monde. Mais, tu sais, avant ça, genre, j'ai grandi sur Corneille, I guess, tu sais, mais genre, j'écoutais pas ce qui passait. Puis là, j'ai l'impression qu'avec, tu sais, la scène du rap québécois, la scène du rap montréalais, la scène aussi de toute la musique qui vient de Québec, fait que pense à genre Les Louanges, Hubert Lenoir, Jérôme 50, tellement d'artistes qui viennent de là, Lou-Adrienne Castille, Ariane Roy. C'est une artiste, une communauté qui est très tissée serrée, puis qui s'est bâtie autour de ça. Ben, ça crée une sorte de comme, on a j'ai l'impression, un genre de revigoration de comme, genre, je veux être fier d'être québécois, tu sais, puis genre, notre fierté québécoise est différente que, genre, celle de nos parents qui écoutaient Charlebois ou Harmonium ou Beau Dommage, tu sais, c'est quelque chose de différent, mais ça nous représente, puis je pense qu'on est en train de comme reprendre possession de notre fierté puis notre volonté de représenter le Québec, genre, puis d'écouter de la musique québécoise. Genre. On est. C'est vrai qu'on dirait que, tu sais, mettons, moi, mon père ou ma mère ou whatever, qui me parle de leurs vieilles chansons ou qui me parle justement d'harmonium, mais c'est vrai que on dirait qu'en ce moment, tu sais, là, Fouki, là, tous les jeunes commencent vraiment à s'attacher au rap keb. Puis en plus, tu sais, avant, tu sais, c'était très difficile de passer à la radio, puis c'est encore aujourd'hui pour le rap keb, mais je pense que, tu sais, comme la première chaîne de Radio-Canada, je pense que j'ai déjà entendu là, du Hubert Lenoir, j'ai déjà entendu là, du Ouais. Louange, j'ai même déjà entendu du rap. Là, ils en font découvrir là, tellement d'artistes. Puis maintenant, il y en a de plus en plus des artistes émergents qui passent à la radio. Oui, selon les artistes, puis selon, c'est normal qu'ils disent que c'est pas assez, puis c'est comprenable. Mais au moins, je trouve qu'il y a des efforts qui sont aussi mis de l'avant pour faire connaître du monde. T'sais. Ouais. Ben, je crois que l'une des raisons de ça, c'est que dans un certain sens, comme la pyramide s'est inversée dans le sens que, mettons, il y a 30, 20 ans, un artiste ne pouvait pas de lui-même produire de la musique et la distribuer pour tout le monde. Genre. Puis, il fallait que tu étais obligé d'avoir un contrat parce qu'il faut quelqu'un pour imprimer les CD, il faut quelqu'un pour déplacer les CD, les mettre dans un magasin. Puis, c'est sûr qu'à l'intérieur même du rap, il y a cette pulsion-là, genre genre do it yourself, de genre distribuer toi-même, tu sais, genre comme un peu le stéréotype de quelqu'un qui passe des mixtapes, genre littéralement. Fait qu'il y a ça. Puis, ben, évidemment, avec les plateformes de streaming, avec SoundCloud, surtout, tu sais, YouTube, faut jamais oublier SoundCloud. Là. SoundCloud, c'est énorme, tu sais. Mais justement, à partir de là, un artiste était capable de se distribuer lui-même. Puis, à partir de là, c'est pas comme le label qui décide quel artiste est gros. C'est genre le label qui va aller voir quel artiste est gros puis qui va genre accrocher là-dessus. Tu sais, ça, c'est comme internationalement. Après, au Québec, il y a comme tellement de dynamiques complexes, puis l'industrie musicale au Québec est fucked pour tellement de raisons. Puis, tu sais, il y a des problèmes, évidemment. On le voit dans le rap, là, genre les artistes qui, mettons, sont genre à la télé ou qui sont dans les gros médias qui passent plus, c'est souvent des rappeurs comme moi, justement, des rappeurs blancs qui viennent de milieux genre favorisés, puis que genre. Fait que ça, il y a un problème là-dedans. Il y a un gros problème là-dedans. Puis la raison pour moi, c'est beaucoup dans
la façon que l'industrie au Québec est faite, puis l'industrie est comme un genre de... une sorte comment dire, de machine tellement huilée où genre toutes les personnes ont chacun leur place. Puis c'est très difficile de venir mettre un grain de sable dans l'engrenage. Genre. Aux États-Unis, c'est tellement gros, il y a tellement d'intervenants que j'ai l'impression que c'est plus facile pour quelqu'un de venir genre tout péter, tu sais. Chance the Rapper, genre moi, c'est comme encore là l'un des artistes qui m'a le plus influencé. Lui est arrivé, c'est le premier artiste à gagner un Grammy avec un album qui était juste sur les plateformes de streaming. Non seulement ça, mais il n'y avait pas de deal de label et tout. Genre, son album a été distribué sur DistroKid, là, fait que genre, tu sais, par Internet, là. Fait que lui, il a été capable de faire ça. Au Québec, c'est comme plus complexe parce que la machine est tellement bien engrangée que si tu veux, genre, vraiment avoir accès à la télévision, avoir accès aux journaux, ou avoir accès à la radio ou à la disque ou à toutes ces affaires-là, même aux subventions, c'est très difficile de le faire en étant indépendant. Puis beaucoup d'artistes qui viennent d'autres quartiers à Montréal, genre, ils sont indépendants, tu sais, puis ils n'ont pas accès aux maisons de disques qui sont déjà dans l'engrenage, tu sais. Là, on le voit de plus en plus, justement, avec des connaisseurs de Ticazo, par exemple, qui ont signé avec Joyride, 514 qui a signé avec Joyride. Là, ils commencent, mais en même temps, pour moi, genre, ça reste que le plus grand modèle. Si, mettons, tu regardes au Québec, qu'est-ce qui se fait? C'est Canicule, genre, c'est Tizo, c'est Trees, parce qu'eux, ils ont décidé de monter leur propre structure, tu sais. Puis ça va être plus tough, ça va être plus long, mais leur label, qui, genre, est géré, qui a des artistes qui viennent tous de Laval, tu sais, ou qui viennent tous du nord de Montréal, puis qui sont black-owned, fait qu'ils sont, genre, c'est qui sont la propriété de personnes noires, genre, ben eux, ce label-là va monter, va prendre du temps, puis après va s'établir, va devenir incontournable, va faire partie de cet engrenage-là, puis va pouvoir jouer ce rôle-là. Tu sais. Mais c'est plus long, c'est plus du long terme, mais il faut supporter ces initiatives-là aussi. Tu sais. Puis d'après toi, comment on pourrait changer l'engrenage pour que ces artistes-là aient pas à passer à travers tout ce processus-là d'être seuls dans leur propre label? Parce que je pense que Spotify, maintenant, tu peux créer ton propre label puis le mettre sur Spotify, mais avant, 100%. ça te prenait un label qui t'acceptait pour te mettre sur Spotify. Mais c'est ça. Ma question, c'est comment tu penses qu'on pourrait changer l'engrenage? Ben, je te dirais que le plus gros piece de tout ça, tu sais, c'est les subventions. Genre, les subventions, c'est comme le gros piece parce que, mettons, si tu es un artiste puis tu as accès à des subventions facilement, ben là, ça devient plus facile de produire de la musique, puis ça devient plus facile de financer, mettons, faire de la promo, etc. Puis, il y a beaucoup de barrières devant les subventions qui sont problématiques dans un certain sens. Par exemple, Musique Action demande d'avoir un contrat de distribution avec un distributeur reconnu. Ça veut dire que tu dois signer un deal avec une compagnie de distribution qui est reconnue au Canada. Alors que, mettons justement, quelqu'un comme Chance the Rapper qui va sur Internet puis qui distribue sa musique à travers DistroKid pourrait pas avoir accès à ces subventions-là s'il était au Québec. Fait que ça, c'est déjà une barrière, mais je te dirais que c'est ça le problème, c'est que c'est politique surtout, genre. C'est que, genre, pour changer ces affaires-là, c'est pas juste la pression à travers des artistes, ça doit aussi venir des gens sur des conseils d'administration, puis peut-être qu'il faut mettre de la pression sur la politique, puis que les artistes commencent à vraiment comprendre c'est quoi la machine. C'est la première chose, en fait, c'est ça, c'est que les artistes essaient de s'intéresser à qu'est-ce qui va derrière ces politiques-là parce que c'est problématique. Genre, ça crée une image du rap qui n'est pas fidèle nécessairement au rap en tant que tel. T'sais. C'est pas pour dire que comme des rappers comme moi n'ont pas leur place. Je vais pas dire que genre que ma musique a pas sa place nécessairement. C'est juste que je pense que c'est pas legit que genre du monde comme moi ait accès à des plateformes comme ça parce que on est plus familier avec cet engrenage-là, on a plus les codes, on a plus le langage.
puis que du monde qui vit en dehors du système puisse pas avoir accès à ces sous-là, puisse pas avoir accès à cet argent-là. Puis, il y a, tu sais, mettons, un autre truc, c'est aussi, il y a des OBNL ou des fondations qui travaillent pour aussi démocratiser l'accès à ces subventions-là. Puis ça, je pense que c'est important aussi, tu sais. Dans le sens que des fois, il y a du monde qui n'applique pas à des trucs juste parce qu'ils ne le savent pas. Puis ça, c'est un gros problème, tu sais. Genre, dans le sens, si tu sais pas comment, si tu sais pas quel langage utiliser, puis en plus, ce langage-là est souvent codé, fait que là, il y a une différence culturelle des fois, genre. Ça aussi, c'est problématique, tu sais. Fait qu'il faut investir faut encourager les artistes à aller vers ces manières-là de se financer. Puis il faut aussi essayer de changer de l'intérieur ces institutions-là. Il faut que les artistes, en fait, commencent à s'intéresser à ça pour essayer de le péter parce que ça ne sera pas juste une question de pression, genre, populaire. Genre, ça doit venir de l'extérieur. Puis en même temps, ouais, vas-y. Non, mais moi, je vais juste dire, le processus de subvention aussi, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai des amis qui font de la musique, puis se sont partis un band de rock, mais comme surf rock un peu, là, californien style. Puis ils ont C'est quoi le écrit nom? Sunday Crisp. C'est ça. Sunday Crisp comme Sunday Crisp? Ouais, exactement. Mais c'est direct ça. C'est direct ça. Il dit comment on pourrait s'appeler. Puis c'est un band de Sherbrooke, là, c'est mes amis de secondaire. Puis là, il y a un gars qui a dit Sunday Chris. Puis il a dit Sunday Chris. C'est juste changé comme le nom de céréales. Là. Puis il a fait parfait, on s'appelle comme ça. Puis là, c'est bon. puis eux, ils ont fait une demande. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est long avant que ça soit traité. Puis il faut que tu envoies des tunes, il faut que tu envoies des démos. Puis là, le monde écoute ça. Puis là, le monde, est-ce que tu es sélectionné? Toi, est-ce que tu as déjà passé par là, j'imagine? Non. C'est-à-dire là, on a commencé à le faire pour la première fois pour l'album qu'on va sortir en 2021. On s'est lancé là-dedans. On reste indépendant, fait qu'on on n'est pas signé avec une maison de disques. Mais en général, je te dirais quoi, c'est fucking long, ça demande beaucoup d'énergie. Puis encore là, c'est un langage, puis c'est très encore, tu sais, comme si tu es là-dedans tout le temps, mettons, si tu as une maison de disques qui applique tout le temps pour des subventions, c'est facile, genre. Tu sais, c'est pas compliqué parce que tu sais quoi dire, tu sais à qui t'adresser. C'est vraiment comme, encore là, tu sais, c'est une machine, il faut que tu aies accès à la machine. C'est compliqué, puis tout. Pour un artiste indépendant, c'est du travail, tu sais, puis j'ai l'impression que ça devrait pas être ça, mais encore là, il y a une question de comme, tu sais, le système va te protéger le système, dans le sens que le système va s'assurer que tout le monde n'ait pas leur place qui soit challengée, genre. Que genre le booking, la compagnie de booking, puis que la maison de disques, puis que le distributeur, toutes ces personnes-là, ils se fassent pas challenger parce qu'ils veulent garder leur place, ils veulent garder leur salaire, whatever, genre, ils veulent garder leur compagnie. Puis, je comprends, c'est normal, mais il me semble que si t'es à l'extérieur de ça, ça devrait être vraiment plus facile que toutes ces démarches-là, puis ce genre des conditions que tu dois remplir. Puis comme tu dis, genre, faut que, tu sais, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas... Peut-être que le but, c'est de réduire le nombre de personnes qui appliquent, puis... mais le problème, c'est que ça met trop souvent les mêmes visages en avant, tu sais. Ça met trop souvent les mêmes personnes qui ont accès à ces subs-là, puis qui vont avoir de la facilité, tu sais. Nous, on a rempli les subs justement pour le prochain album, puis tu sais, c'était long, mais j'avais l'impression en même temps de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, genre. Même si c'était la première fois que je le faisais, on attend encore les réponses, mais j'avais l'impression d'avoir une petite idée de comme qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Puis ça, j'ai l'impression que c'est parce que justement, c'était inné en moi, tu sais, de genre l'endroit où j'ai grandi, de l'enseignement, de la culture, tout. Genre, j'avais les codes, genre. Puis j'ai l'impression que pour quelqu'un qui a peut-être moins ces codes-là, c'est là où le bas blesse, c'est là où ça devient tough, tu sais. Puis moi, je veux dire, en même temps, je pense que le best qu'on doit faire, c'est sûr que ça doit être d'essayer au maximum d'être autonome, tu sais, d'être capable de se bâtir des structures où toi-même, tu n'as pas besoin de qui que ce soit d'autre parce que le plus tu dépends d'autres personnes, le plus tu vas accommoder ces personnes-là, tu vas sacrifier des trucs. Tu sais. Je pense qu'un artiste qui est comme un artiste 100% indépendant qui met quelque chose à travers DistroKid, qui le met sur Spotify, qui s'en fout, qui n'a pas de sub,
qui finance son argent, qui finance sa musique autrement, honnêtement, cette personne-là, elle s'en fout. Elle a pas besoin de plaire à qui que ce soit. Genre. Puis ça, c'est l'art dans sa manière la plus pure. Genre. Fait qu'il y a une sorte de compromis à chaque fois à mes yeux. Genre. Puis, ouais, man, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'est. Non, j'ai bien vu ça. Ouais. Beaucoup de réflexion à travers ça, man, mais oui. c'est vraiment. C'est ça pour moi, genre les. Tu sais, mettons, j'ai plusieurs passions comme artistiques, puis autrement, genre vraiment le cinéma, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Puis genre, l'une des raisons pourquoi j'ai décidé de un peu quitter le cinéma puis plus me diriger vers la musique, c'est justement que le cinéma, tu dépends de tellement, tellement, tellement de choses. Tu dépends, tu sais, c'est des énormes équipes. Faut que les étoiles soient alignées pour que tu te rendes à un certain point. Tu sais, c'est des 5-10 ans de travail pour un film avec des équipes de 50, 100, 200 personnes, des millions de dollars investis, puis tu sais pas, des fois, les gens vont même pas le voir ou ça va être nul, ton film, là, genre. Fait que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, puis il y a des fois moins cette liberté-là. Autant c'est vraiment le fun, puis c'est ça qui est trippant avec le cinéma aussi, c'est que c'est un travail d'équipe. Tu sais, il y a moins d'ego, il y a moins de personnages, il y a moins, genre, une personnalité. Mais tu parles moins directement de quelque chose, tu parles moins au jeu, tu sais. Puis la musique, tu peux vraiment parler au jeu autant que tu veux parce que ça demande physiquement, genre, ça demande vraiment moins de choses à produire. Genre. L'équipement est moins cher, c'est plus accessible, c'est plus facile à distribuer, c'est plus facile à produire. Tu sais. J'avais 2 questions pour toi. Tu parlais de travailler en équipe. Comment tu as rencontré Kodak Ludo? Et deuxième question après que j'aimerais que tu parles, c'est que souvent, on le voit dans tes stories que tu promotes des artistes émergents. Puis un des artistes que tu as promote, c'est un gars que je connais très bien, Clément, qui a sorti son album Rubato. J'aimerais que tu me parles de comment tu as rencontré Kodak Ludo, puis de ce que tu trouves, tu sais, la petite étincelle dans Clément. Ouais, nice. Dans le fond, j'ai rencontré Ludo parce que les deux, on venait de rentrer au bac en cinéma à l'UQAM. Puis, on se connaissait un peu avant parce qu'on était comme... On avait des amis en commun, genre, puis on était un peu dans les mêmes cercles. Puis, tu sais, moi, je savais c'était qui parce que c'était un photographe, puis genre, tu sais, son compte Instagram avait quand même plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Fait que je connaissais son travail, je le trouvais bon, puis on s'est rencontrés au bac, dans le fond, puis les deux, on avait cette connexion-là un peu, je pense, de justement, on tripe sur l'image, on tripe sur faire des images, mais en même temps, on tripe aussi sur la musique, on tripe aussi sur plein d'autres affaires. Fait qu'il y avait une sorte de comme, tu sais, surtout en cinéma, mettons, parce que justement, comme je disais, c'est tellement exigeant le cinéma. Souvent, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, genre geeks, genre à fond de cinéma, tu sais, puis que c'est des gens qui, genre, comme c'est vraiment leur passion dans la vie, puis genre, c'est important, tu sais. Ma grand-mère a déjà travaillé dans une école de cinéma. Pour vrai? Puis elle a été Denis Villeneuve. Elle était à l'école. Elle a enseigné? Ouais. À Denis, fou, puis il était vraiment bon, là, le gars. Là. Il était jeune dans ce temps-là. Là, puis elle dit, il était vraiment, vraiment bon. Puis après ça, il est comme parti en stage dans un pays. Il avait comme gagné. L'école partait comme en stage. Puis c'était lui qui était revenu avec comme le meilleur film parmi je sais pas combien d'étudiants. Il avait participé à la course autour du monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais, puis nous, il était venu nous parler à l'UQAM parce qu'il avait fait l'UQAM, en fait, c'est ça, en cinéma. Puis il avait quitté avant la fin de son bac pour faire la course autour du monde. Fait qu'il avait fait des documentaires à travers le monde avec cette émission-là, qui a donné aussi, genre, tous les plus grands cinéastes au Québec ont fait cette émission-là. Là. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, comme quand il parle, une chose que tu sais de Denis Villeneuve, c'est que c'est un geek aussi. Tu sais, encore là, c'est quelqu'un de vraiment passionné, puis genre, puis c'est important, genre, comme je pense que les gens qui sont capables de toffer en cinéma puis de faire des carrières de ça, c'est vraiment des gens qui ont un mindset de comme, tu sais, genre le cinéma, genre je veux faire du cinéma, puis il faut vraiment que tu sois, genre, déterminé à faire ça parce que sinon tu n'y arriveras pas, tu sais. Puis comme de fait, genre, moi ça a toujours été ma... C'est pas comme ça partout dans le milieu artistique?
Oui et non, parce que je pense qu'il y a des pratiques artistiques qui se mélangent plus avec d'autres affaires. Tu sais, justement parce que le cinéma, c'est tellement exigeant en termes d'argent, en termes d'équipe et tout, que ça prend vraiment comme un genre de mindset de je veux juste faire ça. Mais en même temps, je pense que oui, tu sais, à un certain point, peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies un mindset de comme, faut que tu fonces, puis que tu gardes la tête baissée, puis que tu continues malgré tout ce qui t'affecte. Ça, c'est sûr pour n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, j'ai l'impression que il y a comme une sorte de compatibilité à travers peut-être la musique et la littérature, par exemple, ou la musique, les arts visuels, genre, tu sais, parce que ça demande moins à produire en termes d'argent, en termes de temps même. Puis, c'est ça, les gens au cinéma sont souvent vraiment comme, tu sais, un mindset de comme très, très focus, très geek. Puis, tu sais, moi aussi, je suis un cinéphile, genre, j'écoute beaucoup de films, puis j'adore le cinéma, mais j'avais aussi en même temps, comme je le disais au début, tu sais, ma passion, c'est vraiment l'écriture en général, genre. Puis ça m'a pris longtemps avant de réaliser ça, mais maintenant, je pense que c'est ça qui me définit le mieux, c'est que je suis quelqu'un qui aime écrire. Puis c'est pour ça que j'aime autant le cinéma, parce que le cinéma, tu peux écrire une histoire dans un certain format, mais il y a des choses que tu peux pas faire en écrivant un scénario de film, que tu peux faire en écrivant une chanson, que tu peux faire en écrivant un texte de rap, que tu peux pas faire en écrivant un poème, que tu peux pas faire en écrivant telle affaire. Puis tu sais, l'écriture, ça demande très peu, mais tu peux le faire de plein de manières différentes, tu sais. Puis Ludo, je pense que d'une certaine manière, lui, c'est la même approche qu'il avait, c'est l'esthétique. Tu sais, lui, genre, c'est un passionné d'esthétique. Fait qu'il est capable de triper autant sur une photo que sur un docu, que sur un film de fiction avec genre une équipe de 40 personnes qui vont être en studio puis faire des setups de fou. Que genre, là en ce moment, il est en train de se lancer dans le cinéma 4D. Fait que genre, il fait des images de synthèse en 4D puis lui, il tripe parce que genre, l'image, ça le passionne, là. Puis il y a quelque chose, à quelque part là-dedans, il y avait une sorte de connexion de comme les deux, on se complète parce qu'on tripe sur des pratiques artistiques qui peuvent s'articuler dans plein de médias différents, autant la musique que la photo, que le cinéma, que la poésie. Autant que les deux, on a besoin l'un de l'autre parce que, genre, un beatmaker sans un rappeur, c'est rien. Un rappeur sans un beatmaker, c'est rien. Puis l'esthétique de Ludo vient compléter mes textes, genre. Puis mes textes viennent compléter son esthétique. Puis c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est un match made in heaven. Genre, on est comme. On est un peu le yin et le yang, tu sais, comme on peut pas exister l'un sans l'autre, mais en même temps, on est capable de faire plein d'affaires différentes. Puis c'est ça qu'on essaie d'explorer, genre. Mais tu vois, maintenant, je comprends pourquoi tes textes sont recherchés. Non, mais, tu sais, le gars, tu t'intéresses à tout. Puis C'est moi, ça, ouais. c'est une des qualités que je prône. C'est, mettons, quelqu'un, là, qui... Moi, j'ai étudié dans les médias pour devenir animateur de radio, à télé, whatever. Mhm. Puis la première qualité qu'ils nous disent dans les médias, c'est intéresse-toi à tout. Ouais. Pas juste à une chose. Puis quand tu fais des recherches sur un sujet, aie plusieurs sources. Puis va chercher n'importe où. Puis je pense que c'est une qualité qu'on devrait, tout le monde devrait avoir ça dans la vie. Ouais. D'être capable de. Tu regardes une situation d'en face, on va prendre la COVID. Tu prends une situation d'en face, il y a une station de radio qui va dire ça, il y a une station de télé qui va dire ça, mais est-ce que tu as regardé les autres? Juste savoir leur opinion puis leur point de vue pour te faire une Mhm. idée. Parce que si Mhm. tu te fais une idée avec seulement une opinion, puis là, ben, je vise les conspirationnistes, là, Ouais. mais ça ne marchera pas. Mhm. Puis c'est exactement ça. Tu dis que tu as étudié le cinéma, tu aimes la poésie, tu aimes la musique, tu aimes le beat, tu te fais tes. C'est exactement Ouais. ça. Tu as élargi tes horizons, puis maintenant, tu mets tout ça ensemble pour donner Kiroa, qui est Kodak Ludo. Exact. Ouais, ben mais c'est exactement ça. Moi, comme tu l'as dit, je pense que, tu sais, mettons, si on prend les médias en plus particulièrement, moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, là, tu sais, toute la question des médias au Québec.
Puis j'ai l'impression que malheureusement, il y a quelque chose qui se perd. Puis c'est le sort de respect pour le journalisme, puis le respect pour les journalistes, puis les médias. Puis, tu sais, je comprends dans un certain sens parce que le monde dans lequel on vit, qui est comme, tu sais, un monde capitaliste, genre, à long terme, ce que ça fait, c'est que, inévitablement, les choses, puis les médias vont se concentrer dans les mains de très peu de personnes, tu sais. Puis, ça, c'est vrai, genre, au Québec, c'est vrai aux États-Unis. Tu regardes les médias, puis maintenant, c'est rendu des énormes conglomérats Ouais. qui représentent, genre, tellement de trucs, tellement de médias différents. Puis au Québec, ben, tu le vois, tu sais, t'as comme Québécois qui possède TVA, qui possède le Journal de Montréal, qui possède tellement de branches différentes médiatiques. Puis après, t'as genre Radio-Canada et tout. Puis le problème, c'est pas d'après moi, le problème n'est pas dans les médias en tant que tels. Tu sais, souvent, j'ai l'impression que j'entends tout le temps ce genre de discours-là de les médias, les médias. Puis quand tu dis les médias, c'est comme si tu mets tout le monde dans le même bateau. Pas nécessairement dans le même bateau, mais tu mets tout le monde dans une sorte de catégorie où le problème intrinsèque, c'est les médias. Alors que le problème, c'est pas les médias, c'est le fait que les médias, ils sont tous concentrés dans les mains des mêmes personnes. Parce que tu regardes, mettons, des médias indépendants, comme Le Devoir, ils font un job incroyable. Ben oui, La job qui se fait au Devoir, c'est fou, tu sais. mais c'est fou à quel point, tu sais, pour avoir étudié là-dedans, la première session où ils nous présentent justement, tu sais, qui appartient à Québécois, qui appartient à telle personne. Ouais. Puis le devoir, justement, c'est indépendant, mais c'est fou à quel point c'est plus poussé. C'est plus de faits scientifiques, plus de recherches, plus de. Tu sais, on dit, puis j'ai rien contre le Journal de Montréal, Journal de Québec, contre TVA, whatever. Non, c'est Mais ça. on dirait que c'est plus un format de média pour la visibilité. Moi, je vais toujours me rappeler d'une scène, d'un article que j'ai vu. Puis c'était comme un gardien de but, en tout cas, un problème d'équipement. Puis la photo, c'était lui qui était ensanglanté sur la patinoire. Puis c'était Ouais. un article d'un média. J'étais comme, Mhm. OK, pourquoi t'as mis cette photo-là? Pourquoi t'as pas Ouais. mis comme justement, c'est le casque qui était brisé, whatever. Pourquoi t'as pas mis juste son casque brisé après la game? Parce que le gars, il est en sang. Ça va attirer le clic. Ouais. Ça va attirer la foule, ça va attirer le monde. Tandis que le Devoir n'aurait jamais fait ça. Le Ouais. Devoir, eux, auraient mis le masque de hockey brisé Ouais. après la partie. Puis ils auraient dit comme tel gardien de but, c'est arrivé ça, 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 ça. Puis c'est fou à quel point je trouve qu'ils n'ont pas assez de crédit, le Devoir. Il n'y a Moi pas, aussi. y a pas Moi beaucoup de aussi. gens qui lisent le Devoir. On apprenait dans les cours, eux qui lisent le Devoir, c'est du monde qui ont des doctorats. Mhm. C'est des mondes qui ont des études supérieures. Rien, Mhm. j'enlève rien au monde qui n'ont pas d'études supérieures ou qui regardent TVA, qui regardent le journal. Rien, 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 rien. Mais je trouve que des fois, et puis là, je suis peut-être en train de me tirer une balle dans le pied parce que je cherche un job. Mais, mais, mais c'est ça. Je trouve que des fois, il y a comme des aspects de certains médias que je suis comme, ouais, ça, je suis pas tant d'accord. Ben, c'est ça. Après, tu sais, moi non plus, genre, je veux pas, c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit. J'essaie plus de montrer comme que, puis tu dis, mettons, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent Le Devoir, mais Le Devoir, c'est un journal qui est profitable, puis il n'y en a pas beaucoup au Québec en ce moment. C'est un Mhm. journal qui fait de l'argent, qui a réussi à trouver une formule en ce moment où ils sont financièrement viables. Mais qu'est-ce que C'est je l'un veux des dire seuls par au pas Québec. lire pas beaucoup de gens? C'est pas parce qu'ils ont comme 3 lecteurs par semaine. Non, non, non. C'est juste que euh, la clientèle qui vise, c'est une clientèle, justement, ils Ouais, ont des études supérieures, puis ouais. c'est plus poussé là, dans leur recherche. Là. Mhm. C'est ça que je Ouais, voulais non, dire. c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça reste que, tu sais, mettons, Le Devoir, c'est un exemple comme un peu dans le mainstream, dans le sens que ça fait partie de la catégorie qu'on dit les médias traditionnels, tu sais, de genre journal, télévision, radio. Mais, tu sais, je pense aussi à, mettons, Le Voir qui a fermé en 2020. Moi, ça a été un gros choc parce que Le Voir, c'était un média culturel, généraliste, qui parlait de tout le monde. Puis qui parlait de tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'y avait pas une personne qui avait plus d'espace que d'autres, que tu sois francophone, anglophone, peu importe d'où tu venais au Québec.
il allait te parler de toi puis te donner de la visibilité, puis c'était un gros lectorat et tout. Puis ce que je veux dire à travers ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a perdu le genre de respect qui fait en sorte que, parce qu'on est habitué à avoir de l'information gratuite, on est habitué à ce genre de modèle-là, puis ça, inévitablement, ça mène à des gros conglomérats, ça mène à de la concentration de pouvoir, genre. Puis ça enlève les médias indépendants comme Le Voir, puis tous les médias culturels, toutes les radios étudiantes au Québec, c'est des gens qui font la meilleure job en termes de journalisme culturel. C'est genre les Canal Auditif, la Bible urbaine, Feu à volonté. C'est tous des médias qui travaillent avec une grande, grande, grande rigueur, puis qui travaillent qui ont une très belle vision de la scène. Mais justement, ils ont moins de love, ils ont moins d'amour parce que j'ai l'impression que on se crée une idée de c'est quoi les médias, puis dans notre tête, on a comme les deux, trois qui occupent la plus grande espace sans prendre en compte les autres, genre. Mais dans notre Puis, génération d'aujourd'hui, on dirait que c'est le ouais. clic avant la qualité. Je m'explique. Mettons dans le rap américain, tu sais, c'est qui les bigs en ce moment? C'est Cardi B, c'est Mhm, Post Malone, Travis mhm, Scott. Ils n'ont pas tant des textes recherchés. mhm. Mon exemple que j'ai dans la tête, c'est WAP de Cardi B. Ouais. C'est fou à quel point cette chanson-là s'est retrouvée sur TikTok ou la Mhm. chanson là, de TikTok, là, Corvette, Corvette, puis là, Ouais, ouais, ouais. Smith-Schuster des Mhm. Steelers de Pittsburgh qui s'est fait éliminer hier. Hein? Il l'a mangé en face. Il n'arrêtait pas d'écœurer tout le monde avec cette chanson-là. Ben, tain. Lui, je trouvais ça dégueulasse ce qu'il faisait. Là. Il allait sur le. Je sais pas si tu suis le football un peu. Pas cette année, pas cette année. Lui, Moins. dans le fond, tu sais, avec tout TikTok, puis ça, il allait sur les logos des équipes adverses, puis il faisait Mhm. la danse TikTok, Corvette, Corvette. Puis les Steelers, au début, ils étaient super bons. Puis il y avait comme 14 victoires, 0 défaites. Puis là, Ouais. il était genre, ah, Corvette, Corvette. Il a tout perdu. Puis là, hier, il jouait un match éliminatoire contre les Browns de Cleveland. Puis il était genre, ah, les Browns de Cleveland, ça fait comme depuis 2003, à chaque fois, ils sont comme 0-16. Puis là, c'est pas un one-in wonder, un one-hit wonder qui va nous éliminer. Puis après le premier quart, c'était 28-0 Cleveland. C'est après 15 minutes de jeu. Ah, Tu sais, mais c'était un gros running gag, le Cleveland, là, quand ben même, là. oui, vraiment. Tabarouette, OK. Mais Ben, on ils ont dirait que réussi. ça lui est revenu d'en face. Tu sais, il Ouais. arrêtait pas de niaiser tout le monde. Puis là, ben, hier, il s'est fait remettre ça d'en face. Mhm. Ben, en même temps, moi, tu sais, puis personnellement, moi, WAP, je trouve que c'est une tune qui est vraiment bien faite, puis qui a genre un degré qu'on voit peut-être pas. Mais en général, je te dirais que c'est pas nécessairement différent de il y a 60 ans ou il y a 50 ans, dans le sens que c'est sûr que ce qui attire notre attention rapidement va souvent avoir plus d'attention. C'est ce qui cherche à avoir notre attention va avoir plus d'attention. Puis, il y a aussi des questions, tu sais, d'essayer de plaire à un public plus large ou d'essayer de plaire à un public qui est comme, tu sais, qui est plus, ben, souvent, tu sais, tu vas voir aux États-Unis un public blanc, un public, Le puis au Québec mainstream. aussi, tu sais. Le mainstream, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'en même temps, faut pas être surpris que, dans le sens, tu sais, je veux dire, la musique qui veut pogner va pogner. Puis la musique tu sais, qui va jouer une corde plus précise ou qui va essayer de plaire un public avec des codes plus fermés, ben, va toucher à son public, tu sais. Puis c'est sûr qu'après ça, il y a des dynamiques politiques là-dedans, puis il y a des dynamiques de genre des gens qui vont pousser de la musique et tout, mais j'ai l'impression que la pop maintenant, elle est moins comment dire, elle est moins. La musique pop, elle est quand même un peu moins. euh, Elle ressemble pas. C'est pas la même chose nécessairement. Je m'explique. Mettons, tu vas prendre genre Billie Eilish, qui était l'artiste la plus populaire, mettons, en Mhm. 2019. Tu sais, c'est une fille de 16 ans qui fait de la musique dans son sous-sol avec son frère. Puis
qui fait de la musique qui emprunte aucun code de la pop. Mais pourtant, elle a réussi à rejoindre un public extrêmement large parce que je pense qu'elle avait moins de barrières qui la forçaient à incarner un rôle très particulier, genre. Puis je pense qu'on recherche vraiment de plus en plus ça. On recherche l'authenticité en tant qu'artiste chez les gens qu'on aime, puis les gens qui sont sur la place publique. Fait que, tu sais, c'est vrai aussi pour, tu sais, mettons, Ariana Grande, qui est l'une des plus grosses stars pop au monde. Mais Ariana Grande, honnêtement, moi j'adore ce qu'elle fait. Genre. Je tripe sur ce qu'elle fait, puis Ariana Grande écrit ses textes, puis ça paraît. Quand elle parle, quand elle écrit ses textes, pour une pop star, c'est quasiment, tu sais, c'est particulier, là. Mais tu sens que c'est elle qui parle. C'est la même chose pour Taylor Swift. Tu sais, c'est des artistes qui écrivent leurs textes. Après, on peut avoir des débats sur est-ce que toi t'aimes ça, est-ce que c'est qualitatif, whatever. Mais Il faut reconnaître comme il faut reconnaître que l'artiste, puis que c'est artistiquement bon, puis que c'est ben, c'est recherché. ça. Puis Ouais. c'est ça. Puis, tu sais, genre, Ariana Grande, c'est une fille, justement, qui, oui, elle est dans la machine à 100%, là, puis elle a mille raisons de se mettre des filtres, tu sais, puis elle en a, là, c'est pas, je dis pas qu'elle est pas, genre, molded par cette industrie-là, mais quand elle fait des chansons comme Seven Rings ou quand elle fait tu sais, des albums comme Positions, tu sais que c'est elle qui parle, puis c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'elle est autant populaire maintenant, tu sais. Puis, tu sais, dans le sens, même, mettons, tu regardes le parcours de quelqu'un comme, comme Justin Bieber. Justin Bieber, les moments où il était le moins comme apprécié dans l'œil du public, c'est quand il était le plus loin de son authentique lui, genre. Puis quand il s'est rapproché de son authentique lui, genre dans les dernières années, indépendamment du succès de sa musique, je pense que les gens ont une meilleure vision de Justin Bieber. Genre. Puis les gens ont une meilleure perception dans le public de qui il est parce que on sent que c'est vraiment plus lui qui parle. Puis c'est pas genre une équipe de 40 personnes qui écrivent des textes pour lui. Tu sais. Mais penses-tu que lui, ça a été dur? Tu sais, parce qu'il a commencé tellement jeune, il est monté Ouais. tellement vite. C'est sûr qu'à un moment donné, tu perds ta personnalité. C'est sûr qu'il s'est perdu là-dedans. Puis là, Ouais. justement, tu sais, il y avait tellement, je me rappelle plus c'est qui l'artiste. Tu Usher qui était comme, ah, il est bon, puis là, il le poussait. Ouais. C'est sûr que, tu sais, Usher, puis là, Justin, il était tout jeune. Là, il laisse Mhm. les artistes, tu sais, je sais pas, mais c'est peut-être qu'il a laissé les artistes, justement, écrire pour lui, se mêler de ses affaires, le guider, ça l'a aidé. Sauf qu'à un moment donné, Mhm. il était rendu qu'il faisait ce que les artistes écrivaient pour lui ou lui demandaient de faire parce qu'il disait, si tu fais ça, c'est sûr que tu gagnes en popularité puis que tu reaches bien Ouais. du monde. Puis c'est peut-être rendu compte de ça, puis il a fait, tant de minutes, là, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, je faisais ça pour moi. Je vais continuer Mhm. à faire pour moi. Puis là, ben, tous les fans qui l'aimaient au début, ben, ils sont revenus. Tu sais, je sais pas, c'est Exact. peut-être que je dis n'importe quoi, mais penses-tu que vu qu'il a commencé jeune, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a du monde qui se sont mêlés de ses affaires? Moi, c'est exactement, ben oui, c'est exactement ça que je pense. Puis même, tu sais, tu regardes les chansons, les textes qu'il écrit maintenant, tu le sens que c'est ça qu'il veut exprimer, c'est qu'il a été comme gobé dans quelque chose qui était plus grand que lui, puis il était trop jeune pour garder sa personnalité, genre, puis d'être capable de pas se faire influencer, puis ça veut pas dire qu'il se fait pas influencer maintenant, mais je pense que, en tout cas, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes sa musique, tu as l'impression qu'il sait plus qui il est, tu sais, puis il est plus fier de qui il est, puis il est capable d'aimer ses imperfections aussi. Puis, tu sais, moi, j'écoute pas Justin Bieber on the regular, mais j'avoue que maintenant, je le regarde comme artiste, puis j'ai un respect pour lui que j'avais pas quand j'étais adolescent, puis je le regardais, puis je trouvais ça fucking calme, genre, ce qu'il faisait. C'est même vrai avec, tu sais, tous les One Direction, les boys bands, ces artistes-là, ils ont une période awkward où, genre, il y en a qui vont être qui vont rester un peu dans une sorte de moule, puis après, t'en as qui vont comme sortir de ce moule-là, puis essayer de comme embrace leur moi intérieur, puis c'est eux qui ont le plus de succès, genre. Ou c'est eux Harry qui ont la meilleure Styles. perception publique. Harry Styles, exactement. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il a embrace qui il était, puis il n'a pas voulu jouer nécessairement, je sais pas, il n'a pas voulu comme, même s'il est encore, avec des gros labels, puis
il fait de la musique pop industrielle, là, tu sais, 100%, mais tu le sens que c'est le vrai lui, genre. Puis je pense que c'est ça que, pour une génération comme nous qui ont grandi sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on recherche. On recherche l'authenticité avant tout, genre. On recherche l'authenticité chez les artistes, plus que le genre de beat qui va te faire danser. Après, genre, c'est sûr que TikTok, ça crée aussi une sorte Mais c'est ça, de j'allais dire. catchiness Tu sais, tu dis avec les l'authenticité, singles. c'est vrai, mais maintenant, il y a tellement de vidéos, puis on fait des danses, puis faut se mettre comme ça, avec justement TikTok. Telle chanson, ben, il faut danser comme ça. Ouais. Telle vidéo, il faut faire ci. Ah, si t'es pas comme ça marchera pas. Fait que, tu sais, c'est souvent avec une toune qui est reliée, tu sais. Mhm. C'est vrai qu'on cherche l'authenticité, mais je trouve qu'il y a certains médias sociaux, dont TikTok, qui Ouais, font en c'est sorte vrai. qu'on perd un peu de ça, puis qu'on devient dans le physique, puis c'est plus le, je cherche le mot, mais pas le naturel. L'apparence, hein. C'est ça, mais c'est pas le naturel dans le fond. Tu sais. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ben, t'as raison, t'as raison. Puis ça, c'est c'est sûr que c'est le comme de genre de problème genre vraiment important avec les réseaux sociaux en général. C'est juste genre, c'est que autant ça, on a l'impression que ça nous rapproche de la vérité, autant des fois ça crée tellement de fausseté qu'on n'est plus capable de différencier le vrai du faux, tu sais. Puis en même temps, avec TikTok, je pense qu'il y a le genre de. Tu peux être un one-hit wonder vraiment facilement aussi. Tu peux avoir une tune qui fonctionne, mais la raison que peut-être un artiste va vraiment bénéficier de ça. Mettons, je vais prendre l'exemple de Megan Thee Stallion. Tu sais, Megan Thee Stallion, coup après coup, elle a des hits sur TikTok, mais je pense que c'est parce que aussi, genre, c'est très difficile de trouver une artiste plus authentique que Megan Thee Stallion, genre. Puis elle est vraiment real, genre. Elle est vraiment real, puis elle est proche de qui elle est. Puis quand elle parle, tu sais que c'est elle qui parle, puis elle n'est pas gênée de ses opinions, puis elle s'exprime, puis j'ai l'impression que, tu sais, puis elle a vraiment, comme je pense, bâti un auditoire à travers ça. Puis il y a beaucoup de chansons que c'est des genre, ça vient, puis ça passe, puis c'est une mode, tu sais. Puis ça va arriver, mais il y a aussi un genre d'incitatif à travers ça, à comme, si tu t'intéresses à quelqu'un à travers l'application, ben tu vas, puis tu la regardes, puis tu regardes comment elle interagit, puis comment elle est dans la vie. Puis là, tu te rends compte qu'elle est real, ben tu vas genre la suivre pour de vrai. Puis là, ça va être du vrai love, tu sais, ça va pas être du quelque chose qui passe puis qui vient, tu sais. Puis je veux Ça, c'est vrai pour t'entendre, excuse-moi, je voulais t'entendre sur un sujet. Tu dis il y a des chansons qui arrivent puis qui repartent. Ouais. Selon toi, tu sais, pourquoi tous mettons, les groupes de rock des années 70, 80, 90, Mhm. encore aujourd'hui, puis encore dans 20, puis dans 30 ans, tu sais, tu vas nommer Guns N' Roses, puis tes petits-enfants vont connaître ça. Tu sais. Ouais. Tandis que Cardi B ou tu sais, il y a des groupes de musique que ça fait hey, super populaire, puis là, ça s'est éteint. Tu sais, pourquoi, selon toi? Moi, j'ai mes raisons, mais je veux t'entendre à ce sujet-là. Pourquoi la musique d'aujourd'hui, on dirait qu'elle ne va pas percer aussi longtemps que la musique d'avant? Je pense que c'est sûr qu'on a une sorte de. On a peut-être là-dedans un biais de genre, on est en train de le vivre, fait qu'on le réalise pas. Puis tu sais, c'est sûr qu'on peut pas nécessairement savoir dans le futur qu'est-ce qui va rester ou qu'est-ce qui va pas rester, tu sais. Euh, je pense que les gens qui changent les choses, c'est ceux qui t'offrent le plus. Puis les gens les artistes qui apportent du changement dans quelque part, c'est ceux qui vont toffer le plus longtemps. Euh, Après, pour moi, tu sais, je sais pas, dans le sens, j'ai l'impression que peut-être que genre, ouais, tu sais, on dirait comme aujourd'hui, justement, tel artiste va peut-être pas toffer. C'est sûr que les pop stars qui font de la musique, qui fast-food, ils vont pas toffer, mais en même temps, j'ai l'impression que autant il y a ça aujourd'hui, autant on a aussi créé des artistes qui sont plus poussés qu'on n'en a jamais vu auparavant, tu sais. Comme je parlais de Childish Gambino, Childish Gambino va rester dans les siècles à venir parce que lui, c'est un enfant d'Internet qui a eu accès à tellement d'affaires, puis qui a réussi à créer une œuvre qui était qui dépassait les cadres de la musique, puis qui dépassait les cadres de l'artiste en tant que tel. C'est genre quelque chose de tellement fort, puis de tellement strong,
qui a en même temps été très populaire, mais que, genre, pour moi, on va s'en rappeler longtemps. Puis, tu sais, c'est vrai pour Kid Cudi, qui, genre, tu sais, il a fait un comeback cette année, puis tout le monde a comme, Son pas album, ouais. genre... Ouais, parce que, tu sais, au final, justement, tu regardes, les artistes s'influencent entre eux, right? Puis, je pense que c'est beaucoup à travers ça que les artistes continuent à vivre, dans le sens que si Guns N' Roses est encore populaire aujourd'hui, c'est parce que Guns N' Roses a influencé tel artiste, qui a influencé tel artiste, qui a influencé tel artiste, qui a influencé tel artiste. T'sais. Puis après, il y a aussi des phénomènes de, certains types de musique deviennent moins populaires avec le temps. On parle moins de jazz, mettons, aujourd'hui, mais tu regardes quelqu'un comme John Coltrane, puis John Coltrane a influencé tout ce qui se fait aujourd'hui, puis il est encore très connu dans une certaine mesure. Même s'il n'est pas connu dans le mainstream, son nom va vivre pour toujours parce que, genre, il a influencé énormément de personnes après lui. Genre. Fait que pour moi, c'est ça. Est-ce que ta musique va influencer des gens après toi? Si oui, je pense que tu vas vivre. Sinon, je pense que tu vas passer. Puis après, c'est à voir. Tu sais, Cardi B, on le sait pas parce que c'est quand même récent, mais je pense qu'il va y avoir une vague de jeunes femmes qui rappent dans les prochaines années. C'est sûr. Qui vont porter le titre. Déjà, tu le vois avec Megan Thee Stallion. Puis elle-même, Cardi B, elle retire beaucoup de Nicki Minaj. Puis Nicki Minaj retire de Missy Elliott ou de Lauryn Hill. Fait que ces noms-là continuent à vivre à travers les artistes qui gardent leur héritage vivant. Puis pour moi, c'est un peu ça le determining factor. Genre, mettons, sûrement qu'il y a des artistes qui voyaient Jay-Z à l'époque ou qui voyaient Kanye en 2000, puis qui étaient comme vraiment, tu sais, genre, c'est pas la même chose que Tupac. C'est pas la même chose que. Puis maintenant, ces Biggie. gens-là, ils regardent Kanye aujourd'hui puis ils disent je le savais que ça allait planter ses affaires. Mais tu sais, c'est comme Kanye, tu sais, peu importe comme ce qu'on va dire de lui, Kanye a influencé tellement d'artistes que, genre, tu regardes tout l'impact de Kanye de 2000 à aujourd'hui, puis tu regardes tous les artistes qui sont des Kanye babies, là, des enfants qui ont été influencés par Kanye, puis tu te rends compte que Kanye West va jamais mourir. Là. Même s'il est rendu, même s'il est sur une autre planète maintenant, il fait de la musique totalement différente. Kanye a tellement une influence que même je pense que sa musique plus pop ou moins bonne va quand même rester. Ça, je pense que c'est ça aussi, tu sais, genre, peut-être que Guns N' Roses, on a vu l'influence de Guns N' Roses après, tu sais, puis on a vu l'impact de ce groupe-là, genre, après, puis... Mais à un moment donné, j'avais eu un cours, puis Grégory Charles était venu nous parler. Puis, oh shit. Puis ouais, oh shit, justement, tu sais, ce gars-là, c'est une encyclopédie, là, en musique, puis il nous partait sur des affaires, puis on était... moi, j'étais bouche bée, là. Mm-hmm. Et, justement, il disait, tu sais, mettons, la musique d'aujourd'hui, c'est parce que tu peux l'avoir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, tu peux l'écouter, le WAP, là, tu peux l'écouter 70 fois d'affilée, ça te tente, là, tu sais. Ouais. Tandis qu'admettons, la tune de Metallica qui est sortie, genre, dans les années 80, ben, man, elle passait à la radio, puis il fallait que tu catches, puis là, tu faisais des souvenirs, puis là, c'était plus rare. Puis c'était une affaire de même qui me disait. Fait qu'il disait la rareté, puis les souvenirs que tu rattachais avec, puis que quand tu l'écoutais, tu étais comme wow, man, elle repasse enfin à radio. Tu n'avais pas l'option de comme je l'écoute live. Il fallait que tu ailles l'acheter, il fallait que tu la catches à la radio. Fait que tous ces aspects-là, il dit, ça faisait en sorte que c'était pas comme du fast-food. C'est comme que tu pouvais pas l'écouter 70 fois, dans le fond. Fait que ça fait que après ça, les gens se rattachaient des souvenirs, là, ils montrent ça à leurs enfants, puis et voilà. Ben, c'est vrai, puis je pense que, mettons, là-dedans, c'est surtout que il y a jamais eu autant d'artistes musicaux qu'aujourd'hui, parce que maintenant, tout le monde, justement, a accès à ça. Fait que, après, c'est sûr que c'est un continuum, il n'y a pas eu, genre, mettons, si, je pense pas que la génération de nos parents peuvent dire comme, ah, depuis qu'Internet, tout a changé, parce que avant Internet,
ben, il y avait la télévision. Avant la télévision, il y avait la radio. Avant la radio, tu avais les disques. Puis avant les disques, tu avais le live. Fait que genre, entre toutes ces affaires-là, à chaque fois, il y a une évolution de ça. T'sais. Puis à chaque fois, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la radio, ben, la musique, elle existait juste dans la rue, elle existait juste dans les spectacles. Puis une fois que tu as eu la radio, ben là, ça a créé des hits de radio qui passaient en boucle, puis qui sont devenus des standards, puis qui sont devenus, tu vois, avec le blues que ça a fait. Genre. Puis après, ben, la radio, ben, tu as eu la télé qui est arrivée. Puis là, avec la télé, ben, là, tout d'un coup, genre, t'avais la musique que tu pouvais voir, les clips, tu pouvais voir les artistes, puis ils passaient. Puis c'est ça. on parle au T'avais un Québec. nouvel accès. Fait que ça va dans la même lignée. Puis à chaque fois, tu as plus de personnes qui sont influencées, plus de personnes qui rentrent là-dedans. Il faut que tu fites dans le moule, que tu acceptes, puis la vie continue, tu sais. Ouais. Puis ça reste que, tu sais, à travers ça, je pense que moi, je me méfie un peu de ce genre de discours-là parce que c'est vrai, mais c'est vrai que tu peux écouter Cardi B 70 fois, mais tu peux aussi écouter Cardi B 70 fois. C'est-à-dire que tu peux tellement l'écouter que tu peux te créer des souvenirs à travers ça. Tu peux créer une appartenance que tu as un accès illimité à cette musique-là. Fait que oui, il y a l'effet pervers de tu peux switcher à quelque chose d'autre vraiment rapidement, mais aussi l'effet de genre, tu peux écouter un album n'importe quand tu marches dehors, tu peux écouter un album dans ta voiture, tu peux écouter un album tout seul chez toi, alors qu'avant, c'était des moments vraiment consacrés, puis ça fait en sorte que cette musique-là nous accompagne d'une différente manière, puis pour moi, ça fait juste en sorte que ceux qui méritent de se rendre là ont plus de chances de se rendre là, parce qu'il y a moins de barrières, genre, il y a moins une personne qui décide que c'est ça qui va marquer ta vie, tu sais, puis que c'est ça la mode, genre, puis que c'est ça le truc qui va passer genre dans les médias d'une certaine manière. Maintenant, genre, oui, il y a vraiment, vraiment plus d'artistes, puis il y a vraiment, vraiment plus de musique, mais ça veut pas dire que c'est moins bon. Ça veut Non, juste dire qu'il effectivement. faut que tu trouves ce qui est bon. Puis une fois que tu trouves ce qui est bon, peut-être que ça va me permettre de seguer vers Clément, ou en général les artistes émergents, mais c'est qu'une fois que tu trouves ce qui est bon, ben, tu vas être capable de tisser un lien avec un artiste qui est inconnu, genre. Qu'est-ce que tu trouves bon de Clément? Ben, je vais dire d'abord, ouais, c'est ça. En le fond, lui, il m'a écrit pour m'envoyer son EP. Il m'a dit Hey, écoute, si tu veux écouter ça, me dire ce que tu en penses. Je serais vraiment down. Puis moi, en général, j'essaie tout le temps de. J'essaie quand on m'envoie quelque chose, j'écoute. Puis l'idée derrière ça, c'est justement précisément que pour moi, on est dans la génération où il ne faudrait pas que ce soit le nombre de clics qui détermine la qualité de ce que tu fais. Puis on a ce pouvoir-là, genre. On a le pouvoir de partager la musique de n'importe qui, indépendamment de s'il est connu ou pas, puis tu vas avoir le même accès. Genre. Fait que justement, genre, dans cette perspective-là, j'ai une playlist qui s'appelle Très fort où je mets de l'avant des artistes que j'écoute qui sont établis au Québec, indépendamment du genre, indépendamment de la langue. Puis je mets ce que je trouve bon, genre. Puis j'essaie tout le temps de mettre de l'avant des artistes qui ont pas nécessairement qui sont pas nécessairement représentés ou qui sont pas nécessairement dans le mainstream. Puis je suivais un peu le collectif duquel il fait partie. J'avais déjà écouté une tune de Mordecai. Puis il m'a envoyé son EP, puis ça m'a pris un peu de temps avant de l'écouter, mais quand je me suis vraiment assis pour l'écouter, j'ai fait il y a une claque là-dedans. Justement, ça, c'est, je pense, quelqu'un qui a aucune limite, aucune barrière, qui fait ce qu'il veut, puis qui se pose pas de questions par rapport à quel genre musical c'est, tu sais. Puis je pense que de plus en plus, on se dirige vers ça. Genre, on est en train de se diriger vers comme, hey, l'important, c'est que ce soit du son, tu sais. Puis, genre, au final, t'as pas d'autres limites, tu sais, parce que les genres musicaux, c'est. Ouais, c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de trucs là-dedans, tu sais, il y a des trucs culturels, il faut pas négliger tout, mais il y a aussi beaucoup de trucs que c'est des constructions, genre, de marketing, tu sais. Puis, à un certain point, genre, il y a beaucoup d'artistes qui ne fitent pas nécessairement dans une case, mais c'est eux les meilleurs à un certain point, genre, à mes yeux. Genre. Puis je pense que c'est ça qui est cool de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans une case, ce gars-là.
Puis ça me rappelle autant, genre, j'ai l'impression... ça me rappelle autant, je sais pas, Early Vic Mensa, que ça peut me rappeler, genre, Daniel Caesar, puis... tu sais, ça va dans plein de zones différentes. Ça ressemble à tu sais, ça peut ressembler à Les Louanges. Ça ressemble à... Je sais pas, il touche à plein d'affaires. Puis c'est ça Mais que je trouve cool. ce gars-là, il a tellement eu beaucoup de genres musicaux dans sa vie. Tu sais, il a commencé à faire, Mhm. il a fait du classique, il a fait des compétitions de piano partout au Canada. Tu sais, il s'est promené à Edmonton, Vancouver, il faisait des compétitions de piano. Tu sais. Après ça, il Mhm. est allé étudier, puis là, il faisait justement du classique, puis il jouait du piano, puis il jouait d'autres instruments. Puis là, il a découvert, il a écouté du rap. Là, il s'est dit, ah, le rap, mais je vais garder ma touche de classique parce que ma touche, mon passé, puis je vais incorporer ça dans mon rap. Puis là, il a écouté d'autres artistes comme Frank Ocean. Puis là, tout Ouais. ça, ces expériences de vie, ses goûts musicaux, ça fait en sorte que ça a donné Rubato. Puis à Sherbrooke, ça fait un hit, Ouais, là. ok. Tu sais, Mais, de notre mais Sherbrooke, génération, que, tu sais, il y a 18, 17, je pense. Moi, j'ai mhm. 21. Mais tu sais, on a plein d'amis en commun. Puis ça fait un hit. Là, tout le monde partageait son album. Puis le collectif, c'est The Living Room. Puis à Ouais. Sherbrooke, c'est vraiment en train de prendre tu sais, de la notoriété. Puis le monde les Ben, écoute. pour moi, Sherbrooke, c'est le next big thing au Québec là, en ce moment. Là. Je regarde ce qui se passe là-bas, puis je suis comme, man, il y a du talent, puis c'est des gens qui sont jeunes, puis qui est comme, tu sais, ça s'en vient, genre dans le sens, tu sais, il y a The Living Room, mais il y a aussi TNG, The New Generation, là, collectif de rap avec King Fally. Ah, Là, King genre, le gars Fally, a c'est 14 fou, ça. tu sais, c'est fou, là. C'est fou, King Fally, là. 14 ans, je sais pas, 15 ans, le gars, tu sais, il fait de la musique comme personne en fait au Québec, genre. Puis Chris, ça pogne, genre. Mais c'est ça aussi, encore là, ça revient à ce que je disais au début. Une petite communauté, pour moi, c'est la meilleure façon de, d'arriver au succès, genre. C'est que tu tombes dans quelque chose qui est comme où les gens veulent se supporter, sont tissés serrés, ils veulent se sentir représentés, ils veulent se donner des props communs, genre. Puis ils sont pas gênés nécessairement de se donner des props parce que, genre, plus tu as de la distance entre les gens, plus les gens ont un genre de blocage de comme on se connaît pas, tu sais, ou genre. Fait que c'est ça qui est fou, tu sais. Comme j'ai dit à Québec, on le voit en ce moment, genre, les plus grands artistes qui sortent de la scène, qui sont sur la scène musicale en ce moment au Québec, en termes de indie, en termes d'alternatif, en termes de bedroom pop, whatever, ils viennent tous de Québec, puis ils ont tous été dans les mêmes cercles, les mêmes endroits, les mêmes scènes, ils se connaissent tous, tu sais. Puis ils se supportent tous, puis ils sont tous au show de l'un de l'autre, puis tout. Fait que j'espère que Sherbrooke, c'est ça qui va arriver. Puis, tu sais, Sherbrooke, c'est une ville qui est quand même assez genre jeune, tu sais, I guess, tu sais, il y a Universitaire. l'université, tu sais, c'est cool là, puis genre, il y a des gens qui sont intéressés à écouter de la musique, mettons, puis à écouter des nouveaux artistes. Fait que, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ce qu'il fait, puis j'apprécie le collectif, j'apprécie voir des artistes comme ça, puis pour moi, puis je vais me donner un petit props, tu sais, je suis assez bon pour, je pense, pour spotter des gens, j'ai l'impression, genre, puis faire comme, genre, avoir confiance en quelqu'un, genre, d'habitude, je suis quand même pas pire, genre. Puis c'est pour ça que j'essaie de, comme, d'avoir cette approche-là de, comme, c'est pas parce qu'un artiste, tu le connais pas encore que tu vas pas le connaître dans, genre, 2 ans, tu sais. Puis être proche de ces scènes-là, les scènes émergentes, où c'est genre à chaque nouvelle année, t'as un artiste qui sort de nulle part, t'es comme tu réalises que c'est juste une question de temps souvent, genre. Mais c'est ça que j'ai essayé de faire avec le podcast. Moi, j'ai commencé le podcast parce que justement, il n'y avait pas de job en radio. Puis là, je me suis dit, ah, les artistes émergents. Parce que moi, j'ai déjà fait de l'humour. Tu sais, j'ai Mhm. fait la première partie de Mike Ward, de Jamie Demé et tout. Puis je me suis dit, les artistes émergents, en ce moment, ça doit vraiment être rough.
Vraiment, vraiment. Tu te lances un album, puis j'ai pensé surtout à The Living Room, qui gagnait en notoriété, puis j'étais comme, ils peuvent pas faire de live, tout. Fait que, ça doit être frustrant. Puis là, je me suis dit, ben, je vais me partir un podcast qui va avoir pour but d'accueillir des artistes émergents. Ça, c'était le premier but. Mais aussi des artistes établis pour parler des artistes émergents aussi, pour avoir leur opinion. Puis je te remercie d'avoir donné ton opinion sur les artistes émergents. Puis je trouve que c'est en communication, comme tu as dit, c'est important de jamais mettre personne à dos. De toujours s'écouter. Puis, tu vois, j'ai reçu pas mal tout le monde de Living Room sur le podcast. Puis, tu sais, je me suis même dit, pourquoi on n'en a pas fait un, toute la gang ensemble? Parce que là, il y a comme un épisode que c'est Mordecai, l'autre c'est Flo XX, l'autre c'est Clément, l'autre c'est Tendresse. Je suis comme, dude, parce qu'on peut les dire, parce que ça aurait pris 4 heures à faire. Là. Tout le monde aurait parlé, tout le monde aurait parlé de son passé. Puis, mais c'est ça que j'ai essayé de faire avec le podcast. Puis, tu viens carrément de donner, tu sais, le but au podcast, c'est de promouvoir les artistes émergents. Puis ton dernier segment, c'est direct dans le cœur du podcast. Je voulais te remercier pour ça. Puis j'apprécie énormément ce que tu fais, dans le sens que pour moi, tu sais, c'est important. Encore là, c'est le fun quand il y a des médias, tu sais, des médias émergents aussi, comme toi, tu es un média émergent, tu sais. Mais qui donne du love à des artistes, ça, c'est vraiment nice, mais il faut aussi que les artistes réalisent que ces médias-là, dans le sens que c'est un écosystème. Il n'y a personne qui est indépendant l'un de l'autre, dans un certain sens. On veut être le plus possible autonome, mais on vit ensemble. C'est comme une forêt, à un certain point. Puis genre, ben, l'arbre a besoin du ver de terre, puis le ver de terre a besoin de l'arbre dans un certain sens. Puis pour moi, c'est autant l'un que l'autre est important, puis il faut se donner du love, genre, faut tout le temps comprendre qu'on on est tous gagnants quand on se serre les coudes, il n'y a personne qui perd, puis genre, moi, c'est quelque chose, un apprentissage que j'ai fait comme vraiment dans les dernières années, c'est que j'avais une mentalité, surtout quand tu commences, tu es dans une mentalité souvent compétitrice, puis encore plus dans le rap. C'est que le rap, intrinsèquement, un truc de compétitif. Tu vas être le meilleur, puis tu veux prouver que tu as ta place, puis tu veux prouver, nanana. Puis surtout, je pense, dans la mentalité masculine, encore plus que ça, il y a une idée de domination tout le temps. Une idée de comme, faut que j'écrase les autres en dessous de moi, puis il faut que je prouve que je suis au-dessus des autres. Puis souvent, dans cette mentalité-là, c'est que toi, tu vas peut-être gagner, mais l'autre va perdre. C'est comme, toi, tu as un plus, mais quand tu as un plus, ben, c'est que tu enlèves quelque chose à l'autre. J'ai l'impression qu'en culture ou en art ou dans les espaces médiatiques, puis encore plus maintenant avec Internet, c'est que Internet, il n'y a pas de limite de contenu que tu peux avoir. À la télévision, il y a une limite d'émissions que tu peux mettre en même temps. À la radio, il y a une limite d'ondes FM que tu peux avoir. Fait qu'il y a une limite de tout, puis tout est limité, l'espace est limité. Sur Internet, tu n'as pas d'espace limité. Fait que tu n'as pas besoin d'écraser quelqu'un pour avoir ta place. Le seul endroit où tu as besoin de compétitionner, c'est dans l'attention des gens, le nombre d'heures qu'ils ont dans une journée. T'sais. Mais à part de ça, tu ne prends pas l'espace de quelqu'un d'autre. Fait que, encore plus, je pense que l'idée, c'est si moi, je donne du love à quelqu'un, ben genre, cette personne-là gagne quelque chose, puis moi, je gagne quelque chose dans l'idée que tous ensemble, si tous ensemble on avance, ben je vais gagner quelque chose à m'amener. Ça ne veut pas dire que donner un shout-out, t'attends un shout-out de quelqu'un d'autre en retour. Je ne suis pas nécessairement dans cette mentalité-là parce que je trouve que ça peut avoir un effet vraiment pervers, mais vraiment plus de si je donne un shout-out, je donne de l'amour à quelqu'un, un artiste qui est dans la même situation que moi ou qui est dans une situation dans laquelle j'ai été avant ou un média, whatever, ben, cette personne-là va évoluer dans un écosystème dans lequel moi aussi je vis. Puis on n'est pas en compétition, genre. On n'est pas en compétition, on devrait se mettre ensemble, puis vivre la compétition, puis vivre le fait d'être comme... Tu sais, on a fait des concours avec Ludo, on a fait les francs ouvertes, on a fait le cabaret festif. Vous avez été la découverte, justement, en 2019 des Francouvertes, c'est ça? Non, on n'était pas une découverte aux Francouvertes. On a été dans les 21 qui ont participé, 21 groupes, mais on avait gagné la bourse à Santa Teresa.
OK. Ça, c'est quelque chose qu'on avait gagné. Non, au Francouverte, on n'avait pas gagné. Par contre, cette année-là, c'est OGB, Original Gros Bonnet, Ouais. qui est comme un band, c'est des amis, tu sais, puis c'est des frères, là, carrément. Puis, tu sais, ça a comme un peu, genre, dans le sens, nous, on s'est fait éliminer à la première ronde, puis il y avait une sorte là-dedans de comme, tu sais, tu sentais que comme, je voulais tellement gagner, genre, je voulais tellement me battre. Puis au final, ça a juste créé des mauvais sentiments en moi, genre. C'est Puis ça, le dans le fait fond, d'être dans une situation de compétition, ça. Puis c'est pas ça l'art. Tu sais, c'est la même chose avec les prix, genre, avec les galas. C'est pour ça que les galas, c'est tellement fucked. C'est parce que t'as quelqu'un qui gagne. Mais comment t'as quelqu'un qui gagne en art? Il y a personne qui. Tu sais, t'as pas genre. Il y a rien dans l'art en tant que tel qui devrait nous forcer à être compétitifs. Au contraire, c'est un endroit où on devrait tous, surtout aujourd'hui avec Internet, comme je dis, il n'y a pas de limite à l'espace que tu peux occuper. Il n'y a pas de raison pourquoi on devrait se battre. puis Autant je suis fan de sport, autant comme pour moi, l'art, c'est quelque chose de diamétralement opposé. c'est ça, je C'est viens de correct. regarder, puis c'est ça, tu as fait partie des sélections des Francouvertes 2019. C'est ça. Exactement. C'est ça. Yeah. Puis, tu sais, pour avoir fait de l'humour, là, Ouais. pendant quand même longtemps, j'ai commencé à 14 ans, j'ai arrêté à 20, j'ai 21. Puis, la compétition, hein, et qu'il y en a. Tu dis dans C'est le rap fou. qu'il y en a, mais en humour aussi, là. Tu sais, parce que je pense que le rap et l'humour, c'est les deux formes d'art les plus populaires en ce moment au Québec. Tu sais, l'humour, c'est tellement populaire. Tous les podcasts de Thomas Levac, les Mike Ward sous-écoute, tous les shows d'humour, tous les humoristes émergents. Il y a tellement de compétition. Tu peux faire je me rappelle à un moment donné, j'avais fait un show justement à découverte. On était comme 7 gars. Tu sais, on a bien Ouais. du fun, tu sais. Puis on est ensemble, puis on chill. Mais à la fin du show, tu sais, tu t'en regardes, puis t'es quasiment comme ah, j'ai mieux fait que lui, tu sais. Tu sais, ou Ouais. genre, tu sais, t'es comme. Tu sais, quand quelqu'un passe avant toi, puis que ça marche pas, t'es comme ah, yes, sir. C'est très Fou. compétitif, puis c'est malsain un peu, là. Je sais pas si tu as vécu ça, toi, par exemple, en faisant des festivals où tu jouais Mhm. avant quelqu'un, tu jouais après quelqu'un, puis là, la personne s'est plantée, puis là, t'es comme ah, je peux pas faire pire, here we go. Ben, c'est drôle, mais ça me fait penser à, mettons, genre, c'est un beau parallèle que tu fais en plus parce que ça me fait penser, mettons, tu sais, dans le rap, t'as genre le battle rap, genre, qui est comme Ouais, la définition ultime de genre de quelque chose de compétitif, tu sais. Puis dans l'humour, t'aurais quelque chose comme un roast, genre, un rose battle. Hein. tu sais, c'est ça, genre, où là, t'es encore là, t'as une question de domination. Puis, tu sais, t'as même des humoristes au Québec comme Coco Bellivo qui ont fait du battle rap, genre, puis qui se lancent là-dedans. Puis c'est vrai, t'as absolument raison, c'est deux milieux qui sont vraiment compétitifs. Puis aussi, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, c'est aussi des milieux qui sont très masculins, genre. Ils sont vraiment dominés par les gars. Puis souvent, je pense que les gars, c'est quelque chose qui fait partir du caractère ou de la culture masculine beaucoup, c'est l'idée de domination. Puis moi, je l'ai vécu pas nécessairement dans la musique, dans les festivals, dans les shows, tant que ça. Euh, c'est plus, je l'ai vécu justement dans les concours. Puis j'ai fait beaucoup de concours. Tu sais, j'ai commencé du rap en faisant genre cégep en spectacle, puis publiquement. Là, j'ai commencé publiquement à travers cégep en spectacle. Puis j'en ai fait beaucoup des concours. Puis à chaque fois, ça m'amenait tellement de stress, ça m'amenait tellement de. Ça m'amenait pas du bien, genre. Ça m'a jamais gardé, ça m'a jamais rendu heureux, tu sais. Ça m'a forcé à travailler. Ça, c'est cool. C'est ça qui est nice avec la compétition, c'est que ça te force à essayer de te dépasser. Mais ultimement, pour la santé mentale, pour la De- pratique en tant que telle artistique, je Parce que, trouve tu que sais, c'est néfaste. le but de la compétition, c'est un peu de, tu sais, de détruire, pas de détruire, là, c'est peut-être un mot fort, mais tu sais, Ouais. c'est de finir avant. Fait que ça, tu avais tout le temps cette mentalité-là dans ta tête, tu étais comme, ouais, mais le gars, là, combien d'heures qu'il a passé à travailler cette chanson-là, là? Tu sais, puis Mhm. là, il vient de faire une mauvaise performance, mais justement, ce gars-là, il a peut-être passé des mois à écrire cette tune-là, tu sais. Puis là, moi, je suis Mhm. content, parce que je vais sûrement gagner, tu sais, puis je vais passer à la prochaine ronde, mais Mhm. pauvre lui, comment il se sent en ce moment? Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça que tu vivais dans le fond en faisant tes Ouais. compétitions et tes concours.
Puis, tu sais, même encore plus que ça, tu sais, pour refaire un parallèle avec le cinéma aussi, c'est extrêmement compétitif, tu sais. Puis, c'est de la compétition qui est un peu plus, qui est un peu moins visible, mais tu sais, c'est parce qu'encore là, il y a une question de genre, les ressources sont très limitées, puis ça demande beaucoup d'argent, puis, tu sais, je l'ai vécu à l'université, c'était l'une des affaires qui m'a aussi, comme, que je trouvais difficile, c'est que souvent, je sentais qu'il y avait une genre de compétition non dite quasiment, de genre, les gens veulent, parce que comme, ben, t'as genre 5 films seulement sur 30 personnes qui vont être faits, genre cette session. Fait que là, toi, tu vas être choisi pour le faire, tu sais. Puis la musique, il y a moins ça. Il y a moins cette difficulté-là. Mais il l'a encore, genre, il l'a quand c'est du booking de spectacle, il l'a avec les subventions, comme on en a parlé, tu sais. Puis encore là, pour moi, c'est encore là, ça revient au même problème. Je pense que le plus tu limites l'accès, ben, le plus ça crée des effets néfastes. Genre, on devrait pas être forcé à être en compétition. Puis c'est sûr que le plus tes ressources sont limitées, le plus ça fait ça. Mais je pense que, tu sais, je veux dire, je pense que c'est moins compétitif maintenant que ça l'était au tout début quand il y avait la radio ou quand il y avait le disque, puis c'était extrêmement difficile de produire quelque chose, puis tu avais encore un accès encore plus limité aux choses. Ben, c'est là où c'était encore plus difficile pour quiconque d'avoir un shine. Fait que là, ben, tu es en compétition encore plus, puis ben, ça devient tout le temps les mêmes personnes qui gagnent, puis là, ça devient un déséquilibre du pouvoir. T'sais, là, maintenant, on a plus d'accès à corriger ce déséquilibre-là de pouvoir. Il faut juste réaliser qu'on a vraiment plus avantage à serrer les coudes qu'à être en compétition. Je ne sais pas combien de temps on est sur le podcast, mais moi, j'ai le goût de faire un tour rapide de ta discographie. Yes. Si tu veux, là, je vais partager mon écran, puis je vais Absolument. aller sur Spotify. Et voilà. Yeah. Moi, j'ai le goût de parler justement de ton. Le premier album que j'ai écouté, c'est Wesh. Ouais. J'ai le goût que tu m'en parles. Tu sais, de Back, ça s'est fait comment? Bixi, Mardi. Comment ces chansons-là sont venues dans ta tête? Le processus de création de Wesh, comment ça s'est passé? Ben écoute, je te dirais que c'est le fun de revisiter ça parce que, tu sais, genre, c'est tellement. On dirait que quand t'es innocent, puis t'es un peu, genre, tu commences dans quelque chose, tu sais, t'as juste du fun, tu sais, tu fais juste jouer avec quelque chose, puis c'est tellement vrai. Tu sais, Wesh, on l'a enregistré dans le placard de ma chambre à mon appartement. Tu sais, on faisait ça avec un micro qu'on avait emprunté à un ami, puis de la mousse au fond du placard. Tu sais, Ludo, il commençait c'était la première fois qu'il produisait pour un rapper. Moi, c'est la première fois que je travaillais avec un beatmaker. Tu sais. Avant ça, je faisais des beats sur des textes que j'avais téléchargés sur YouTube. Tu sais. Des type beats, comme on dit. Tu sais. Puis Wesh, dans le fond, c'est ça, c'est qu'à cette époque-là, moi, dans ma tête, ça, c'était comme ça allait être mon deuxième EP solo. Puis j'avais dit, comme j'avais rencontré Ludo, on avait eu le coup de foudre, puis on était comme, OK, genre, puis là, j'ai dit, je veux que tu fasses toutes les beats de mon EP solo. Fait qu'à cette époque-là, la mentalité, c'était vraiment plus comme Ludo, c'était mon beatmaker, puis moi, j'étais le headliner. Fait que Ludo m'envoyait des beats, moi, j'écoutais ça, puis là, je choisissais ceux que j'aimais, puis j'écrivais dessus, puis c'était vraiment dans une perspective très insouciante, mais en même temps, j'avais aussi tu avais parlé un peu plus tôt de mon premier EP solo qui s'appelle Je me rappelle plus, mais c'est vraiment bon. C'est ça le titre. Puis dans le fond, ben, ce EP-là, j'avais essayé plein d'affaires différentes, j'essayais des styles, puis j'essayais de trouver ma voix dans un certain sens. Puis il y avait un beat là-dessus qui avait plus pogné, qui s'appelait Crocs. Puis Ludo, c'est le premier beat de moi qu'il avait entendu, puis il avait vraiment flashé sur ce beat-là, il était comme, yo, c'est trop bon. Puis Puis il avait été dans le clip. puis t'avais l'autre tune aussi, je pense que c'était Roméo Elvis. Roméo Elvis, ouais, avec Fouki, ouais, qui est un Ouais, c'est ça. remake de Bruxelles arrive. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, Croc, c'était vraiment celui que j'avais le plus aimé, puis que les gens semblaient le plus aimer, puis que j'étais comme, OK, ça, c'est moi. Fait que je me disais un peu, avec Wesh, je me disais, OK, c'est comme si à chaque fois, il faut que je fasse comme dans Crocs, dans un certain sens que
j'assume le même Paul que genre celui qui parle dans Crocs. Fait que Back, ça a vraiment été ça, tu sais, ça a été comme une genre de... C'est là qui est né un peu comme la facette de Kerouac qui est plus, tu sais, qui est très genre insouciant vis-à-vis son personnage, qui est très, tu sais, genre un peu funky, qui s'assume dans son genre de genre un peu, des fois dork, genre, mais aussi des fois geek, des fois nerd, puis genre, en même temps, c'était comme plein d'affaires différentes, en même temps, tu sais, genre, tu sais, genre le côté poteux aussi, le côté genre chiller, genre tout ça. Toutes ces facettes-là se sont pour moi vraiment intégrées au projet de Wesh. Puis je pense aussi pour ça que c'est l'un de ceux qui est le plus ben, qui prend le projet le plus populaire parce que c'est comme il y a ce côté-là très naïf de genre, tu sais, je pense qu'un artiste va juste avoir une fois que genre c'est vraiment le moment où tu es le plus proche de toi-même, puis c'est le moment avant que les gens aient une perception de toi qui va influencer comment tu crées, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais pas une perception de ce que le public attendait de moi ou quoi que ce soit. J'étais juste comme, je vais faire de la musique qui me fait triper, tu sais. Puis en même temps, je pense que j'essaie de garder cet esprit-là, mais j'ai aussi une certaine conscience du public, puis une certaine conscience de comme ma place dans la scène, puis qu'est-ce que je dois faire avec ça. Fait que c'est vraiment un moment très, très beau, puis je vais le chérir très longtemps, ce EP-là, ouais, c'est sûr. Mais c'est vraiment un bon album. Moi, Mais merci c'est beaucoup. l'album que j'écoute le plus. Non, mais puis je veux parler aussi de Amos parce que, Mhm. tu sais, c'est pas pour la ville dans le nord du Québec, là, c'est pour Amos d'Aragon, je pense. Ouais, Tu sais, ben, exactement. je veux en parler aussi de pourquoi Amos d'Aragon, mais juste avant, je voulais dire, ouais, Wesh, c'est souvent, tu sais, le premier album de quelqu'un qu'on écoute, on va toujours s'en rappeler. Puis Ouais. moi, c'est le premier album que j'ai écouté de toi. Puis tu sais, j'ai Mhm. écouté tous tes singles aussi, Minuit. Minuit, je l'ai écouté, j'ai tout écouté, mais je sais pas pourquoi. Puis j'adore ta musique, ok? Mais on dirait que cet album-là, on est Ride, 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 Small Big C. Tu sais, je sais pas, ça vient me chercher. Ben, j'aime vraiment ça. Honnêtement, c'est un de mes albums préférés en ce qui concerne le rap keb. Merci, man, ça fait vraiment Je- plaisir. Puis en même temps, c'est ça l'affaire aussi, tu sais, c'est comme, je pense que c'est l'un de mes préfs aussi, mais je pense pas que je pourrais jamais reproduire ça, genre. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui fait que c'est unique, tu sais, c'est que ce EP-là va jamais se reproduire d'une autre manière. Genre, je vais jamais pouvoir réessayer de refaire ça, genre. Puis de la même manière, je pense que c'est vrai avec tous les artistes. Tous les artistes que tu vas écouter, ils vont jamais être capables de reproduire ce shit-là de comme ce moment-là de genre. Tu sais, je pensais aux artistes autour de moi comme. Tu sais, Fouki ne refera jamais un autre Gaillé, genre. Parce que Gaillé, ça va toujours être Gaillé, genre. Puis Live va jamais refaire un autre Tangerine parce que Tangerine, c'est Tangerine. Puis à ce moment-là, t'as le genre de comme. Tu sais, tu peux faire de la musique qui va s'en rapprocher, mais il y a ce sorte de touch-là de unique, que c'est la première fois que tu le fais. Puis je pense que c'est pour ça que, ouais, mais j'en suis très fier de ce EP slash album-là qui est comme un peu entre les deux, mais vraiment fier. Puis c'est sûr qu'on essaie tout le temps de s'en inspirer, mais encore là, tu sais, je suis aussi très conscient que je vais jamais refaire ça, genre. Puis je peux pas refaire ça. Puis je peux pas essayer de refaire ça parce que ça va. Les gens vont le spotter, genre, ils vont remarquer que c'est pas authentique, tu sais. Puis Amos, ça s'est fait comment, la création de cet album-là? Pourquoi l'univers d'Amos d'Aragon? C'est vraiment drôle, tu sais, c'était comme. Avec Ludo, on essaie de penser à c'est quoi la prochaine étape. Puis Amos Aragon, dans le fond, moi, quand j'étais jeune, c'est comme, tu sais, l'une des séries qui m'a fait comme adorer la littérature, puis m'a fait découvrir la littérature. Puis c'est vraiment comme, pour moi, encore aujourd'hui, c'est excellent parce que ça s'inspire de plein de cultures différentes, mais ça les traite avec beaucoup de respect, puis ça fait en sorte que t'es comme conscient de ce qui se passe, de tout ce qui est autour de toi dans le monde, mais t'es aussi respectueux. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, mettons, genre, Le Seigneur des Anneaux, Ouais.
genre, c'est inspiré de la culture, genre, occidentale, médiévale, fantasy, tu sais. Même chose avec, je sais pas, genre, Harry Potter, par exemple. Mhm. Puis quand tu arrives sur quelque chose comme, mettons, Game of Thrones ou Amos d'Aragon, tu vois qu'ils essaient de calquer le monde tel qu'il est, puis de le transposer dans un espace fantasy. Puis Amos, il y avait ce genre de comme. C'est de la fantasy, mais en même temps, c'est genre. C'est pas. C'est ouvert sur plein d'idées différentes. Puis c'est ça que je trouvais nice. Puis l'idée de base, c'était que Ludo me faisait écouter plein de beats différents. Puis j'étais comme. Je trouve ça vraiment nice. J'ai le goût d'essayer plein d'affaires différentes. J'ai pas le goût de faire la même chose que Wesh. J'ai le goût de faire des trucs qui vont être complètement différents, mais j'ai le goût que ça se tienne ensemble. J'ai le goût qu'il y ait une idée qui traverse. Puis, il y avait comme un feel de genre, ah, ça, c'est comme. Ça. J'avais l'idée qu'à travers les éléments, c'est des choses qui sont différentes, puis qui évoquent des sentiments différents, mais qui se rejoignent autour d'une idée. Puis, justement, genre, en même temps que moi, j'avais eu l'idée de faire un EP inspiré d'Amos d'Aragon, Ludo, il était en train de se replonger dans la série Avatar de la Airbender, le dernier maître de l'air, puis c'était comme, tu sais, là-dedans aussi, il y a les 4 éléments. Puis là, on avait les deux, ce genre de comme, ah, ça serait sick de comme, tu sais, genre essayer de comme représenter un élément à travers une chanson. Genre. Fait que c'était ça l'idée de base, puis vraiment aussi de embrace l'enfant en nous, tu sais, d'embrace le genre de fascination pour le fantastique, la fascination pour la magie, genre, à un certain point, tu sais. Puis en même temps, les chansons n'ont pas des thèmes profonds, mais c'est plus l'idée que ça peut t'évoquer euh, quelque chose de hors du réel, hors du concret, du matériel. Genre, c'est quelque chose un peu fantastique, mais en même temps très. Je sais pas. Moi, c'est mon projet préféré, puis c'est celui que je suis le plus fier parce que je trouve justement qu'on a été capable de toucher à plein d'affaires différentes, puis en même temps, euh, être capable d'exprimer une idée commune à travers un projet. Puis, mettons, si on regarde l'album qu'on va sortir ce printemps, c'est encore là, vraiment, à mes yeux, quelque chose dans la même lignée, dans le sens que c'est des atmosphères différentes, mais il y a une idée centrale qui traverse l'album qui fait en sorte que tu peux l'écouter de A à Z, puis tu comprends, tu peux aller à travers ce voyage-là, tu sais. Mais Euh, est-ce que Amos, c'était les deux gars de cinéma qui tripaient sur une série Exactement. qui représente le monde en général, puis les deux petits gars, ben, petits gars, mais t'avais pas eu 4 ans quand t'avais fait Amos, là. C'était quand même v'là un an et demi, là. Mais c'était deux gars qui tripaient sur le cinéma, qui tripaient sur la vie en général, puis Ouais, les univers de ces deux séries-là. Vous avez combiné ça ensemble, ça donnait Amos. exactement. Mais tu vois, c'est exactement ça. La discussion qu'on avait tantôt, c'est ça. C'est que genre, Ludo puis moi, on est des geeks, tu sais, on est des nerds, genre, quasiment. Puis on tripe sur tellement d'affaires différentes, mais quand on se tripe sur quelque chose, on se lance à fond dedans. Puis genre, ça fait en sorte que on a moins de difficultés, je pense, à genre se rester dans un lane, à rester dans quelque chose de vraiment une case. Tu sais, on va essayer de comme péter la bulle, puis d'essayer de faire des choses qui n'ont pas été vues avant, puis d'essayer de comme. On est capable de s'inspirer de n'importe quoi, tu sais. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est particulier, je pense, puis notre musique, elle sort du lot peut-être, c'est qu'il y a quelque chose de comme on est capable de ne pas se restreindre à une case particulière, tu sais, sans nécessairement nier notre influence. Je pense qu'on c'est ça qui nous rend fiers, je pense. Puis Summer Pack qui est sorti la même année, en 2019, mais un peu Ouais. plus tard, en juillet. Ça s'est fait comment la création de cet album-là? Est-ce que c'est, tu vois, Wesh, c'était comme ton premier projet que tu avais le goût d'essayer des choses. Amos, c'est les deux petits gars de cinéma qui tripent sur des séries qui parlent un peu de la société. Puis on s'est dit, Mhm. parfois, on va faire un album là-dessus. Puis Summer Pack, c'est quoi? Ben écoute, Summer Pack, pour vrai, tu sais, genre, avec Ludo, là, on était comme, tu sais, mettons qu'on part de Wesh, puis genre, à partir de Wesh, on était comme je disais, au début, c'était comme plus moi qui voulais un projet solo, puis là, Ludo devenait mon beatmaker, puis là, à partir de là, on a évolué vers une relation qui est devenue une relation où on est vraiment un duo, tu sais. Puis il n'y a pas l'un qui est par-dessus l'autre, genre.
Puis même si c'est tough des fois à illustrer parce que, genre, un rappeur, c'est sûr que c'est comme un frontman, tu sais, il est plus, naturellement, il est un peu plus visible. La relation de travail de Ludo et moi, on essaie tout le temps de mettre de l'avant que c'est une relation de duo, genre, puis que c'est comme tu sais, on est sur la même marche. Puis rendu là, on était au point où on voulait commencer à travailler sur le premier album ensemble. Puis à un certain point, on avait des maquettes de beats. Puis genre, je pense que Ludo, à un moment donné, il m'a juste checké, puis il a fait t'es pas down qu'on fasse juste sortir un EP, genre, juste des beats, genre, d'été, tu sais, chill, genre, comme pour l'été. On essaie, OK? On essaie de faire un EP, genre 4-5 titres, puis c'est juste des beats comme chill pour l'été qu'on met, puis, tu sais, comme, on y va, puis on lance ça dans le vide, tu sais. Puis, comme de fait, on a vraiment essayé de charbonner. On a réussi à sortir ça le 31 juillet, vers la fin de l'été 2019. C'était un EP surprise, on ne l'a pas annoncé quoi que ce soit. Puis l'idée là-dedans, c'était un peu d'essayer de ne pas se casser la tête non plus, d'essayer d'aller dans quelque chose de vraiment, tu sais, d'accessible, d'assez, tu sais, c'est vraiment comme, on va pas se le cacher, c'est assez gomme ballon, genre Ouais. bonbon, tu sais, c'est pas quelque chose qui est plus recherché que ça nécessairement musicalement. Puis c'est correct, genre j'aime ce projet-là parce que c'est une sorte de parenthèse de comme, on est allé se rapprocher un peu de ce qu'on faisait avec Wesh dans un certain sens, tu sais, comme c'est assez accessible et tout. Puis c'est cool, tu sais, c'est moins rap comme projet. C'est pas vraiment un projet rap, tu sais. Il y a des tunes là-dedans que c'est des tunes de rap vraiment, tu sais. Quand même, Claudette, Jeanne, c'est assez rap, mais à part de ça, je te dirais qu'il y a quand même des trucs, on essaie d'aller, comme Wesh, on essaie d'aller dans des zones musicales qui étaient un peu plus floues peut-être. Puis c'était vraiment le fun à faire. Tu sais, c'était vraiment trippant. On s'est pas donné de pression, on s'est pas mis de barrière. On était juste comme qui ont fait quoi? On s'amuse, on a du fun. Tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi, ça représente l'été dans un certain sens. Tu sais, dans le sens que c'est quand même, on essaie de pas se casser la tête. Puis surtout au Québec, on essaie de juste profiter du moment avant que l'hiver revienne, puis que là, tu dois retourner en hibernation. Tu sais. Puis, ouais, non, je l'aime bien. C'est sûr, je l'aime bien, Summer Pack. Puis, en même temps, tu sais, c'est sûr, il y a une petite ligne directrice aussi à travers. Tu sais, c'est comme une sorte de. Ça parle d'endroits sur le plateau qui, pour moi, sont des sources d'inspiration, tu sais. Puis, c'est comme un peu le parcours à travers une journée. Genre. C'est comme ça que je le vois. Mais je te dirais que c'est comme. Je pense qu'à chaque projet, tu veux pas faire la même chose que celui d'avant. Tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que Summer Pack existe aussi. C'était comme. Avec Amos, c'était vraiment comme OK, on essaie d'avoir une conception narrative, puis genre comme une sorte de genre un fil qui traverse l'EP, mais qu'en même temps, c'est dans des zones différentes. Puis c'était plus comme on s'est plus cassé la tête, alors que Summer Pack, c'était juste comme on fait des Feel beats, c'est good. le fun. C'est ça, Feel c'est un good, feel ça. good. Puis là, mettons, l'album qui va sortir cette année, ça va être l'opposé de Summer Pack. Genre. Puis moi, je suis content, je suis fier de ça. Genre. Puis je pense que sûrement Mais après, ben, on va faire quelque chose d'opposé de l'album qu'on a fait qui va être moins casse-tête puis qui va être moins complexe. T'sais. Puis c'est correct, c'est comme ça que tu évolues, je pense. C'est qu'à chaque fois, tu essaies de parfaire ce que tu fais. Puis, mais ouais, non, honnêtement. en terminant Mhm. le podcast, je vais essayer de Ouais. faire ma job d'animateur radio qui pense aux gens. Écoute, as-tu des hints à nous donner? Est-ce que tu peux nous en donner pour le prochain album? Tu sais, il va y avoir combien de chansons, le fil, tu sais, le fil artistique. Est-ce que tu peux nous donner des petits hints sur le podcast, La Guerre des Gars? Ah, en plein, ouais, mais écoute, c'est sûr que, comme je disais, je suis indépendant, fait que j'ai moins de, moins de personnes qui me retiennent. Ben, je vais commencer par dire que là, je ne sais pas quand le podcast sort, mais on va sortir le premier single qui s'appelle Yo Kodak 6, qui va sortir le 15 janvier. Fait que si vous écoutez ça, ben, il est déjà sorti, allez l'écouter. Euh, je vais dire qu'il y a 12 morceaux. Je vais dire ça parce que c'est important à la structure de l'album. Je vais dire que j'ai hâte que vous voyez ce qui accompagne. Ça va être comme. Ça, je pense que ça va être un peu plus qu'un album musical. Puis je vais pas en dire plus pour le moment, mais j'espère que les gens sont prêts à embarquer avec nous. Puis
nous fasse confiance. Il va y avoir des featuring, mais c'est pas les featuring auxquels vous vous attendez. Céline Dion. Mais j'aimerais ça. Ben, tu sais, mettons, on parlait de Romeo Elvis, puis Romeo Elvis il disait ça avant que Chocolat sorte. Il était comme. Ouais, avant que la tracklist de Chocolat sorte, plutôt, il était comme. C'est pas des featuring auxquels vous attendez. Puis finalement, t'avais comme. Tu sais, puis les gens essayaient de deviner, puis finalement, c'était vraiment comme Damon Albarn, puis genre Mathieu Chédid, puis genre des gens qui étaient comme vraiment what the fuck. Tu sais. Ça va être des rappeurs, ça va être des rappeuses, mais c'est pas. Je pense que ça va sortir du lot un peu. Puis autrement, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour moi, pour nous, c'est le meilleur travail qu'on a fait. Je pense que il va y avoir des choses qui vont ressembler à Wesh, il va y avoir des choses qui vont ressembler à Amos, il va y avoir des choses qui vont ressembler à des trucs qu'on n'a jamais fait. Puis c'est votre plus gros projet aussi, je pense. Exactement, ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, je considère que ce qu'on a fait à date, c'est 3 EP. Fait que, dans un EP, pour moi, il y a une forme il y a moins de tunes, fait qu'il y a moins de travail dans un certain sens. Là, on rentre dans quelque chose qui a plus de morceaux. Puis, comme je disais, à travers, pour moi, la raison qu'on a fait autant d'EP, c'est d'essayer de se pratiquer, à être capable de faire une œuvre qui se tient ensemble. Si tu es capable de le faire avec 5 tunes, ça va être plus facile après de le faire avec 12 tunes. Puis, pour moi, genre, c'est ça la plus grande réussite, c'est que ce soit une œuvre qui se tienne de A à Z, qui a une histoire, que tu suives l'histoire, puis que oui, on est capable d'aller dans des zones différentes, mais ça se tient, tu sais. Puis pour moi, c'est ça, genre un bon album. Genre, c'est comme, j'ai pas le goût de faire un album avec 12 singles. J'ai le goût de faire un album que tu peux écouter de 45 minutes, tu sais. Puis c'est un peu le défi qu'on s'est donné, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de sortir ça. On n'a pas sorti rien depuis juillet 2019, fait que ça fait plus d'1 an et demi que j'attends ce moment-là. Fait que je suis très fébrile. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Puis j'espère que les gens vont embarquer avec nous. C'est une nouvelle aventure, mais on a hâte de passer à la prochaine chose, je pense, de prochaine étape. Puis voilà, d'essayer de faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. Ben, nous aussi, on a très hâte que ça sorte. Premier single dans 3 jours, le 15 janvier. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on recevait Kerouac, qui fait partie là, du duo avec Kerouac et Kodak Ludo. Artiste à découvrir. Allez voir tous ses albums, Wesh, Summer Pack, tous ses albums, la chanson Minuit, Amos. Allez le découvrir. C'est vraiment un gars. Je pense que vous avez écouté le podcast aujourd'hui. Le gars, il a une tête sur les épaules. Il aide les artistes émergents. Il y a plein de qualités. Moi, au début, OK, je pensais en terminant, dire, hey, je reçois Kerouac, ça va être drôle. Ouais. Moi, je viens d'en savoir J. Scott, puis là, on parlait de doses de THC puis CBD. Puis là, j'étais comme, hey, aujourd'hui, avec Kerouac, c'est quoi? On va parler de, je sais pas, ça va être malade. Finalement, on a parlé de Denis Villeneuve, puis de la société occidentale dans le monde qu'on vit. Puis là, je me suis dit, crime, le gars, c'est plus qu'un artiste. Tu sais, moi, c'est comme ça que je te voyais. C'est un gars qui a une tête sur les épaules. Puis honnêtement, dans le rap game, tu mérites. Tu sais, t'as du props, là, mais je trouve que t'es un qui devrait en mériter plus. Puis encore aujourd'hui, après avoir discuté avec toi, je te remercie encore d'être là. J'en ai appris sur toi. Merci énormément, man. Puis, ça fait vraiment chaud au cœur, puis je vais te renvoyer la balle. C'était vraiment une super belle discussion, puis j'ai très hâte de voir la suite, d'écouter la suite. Puis shout-out à toi, shout-out à tout le monde qui écoute. Supportez vos artistes locaux, supportez votre musique locale. C'est en se serrant les coudes qu'on avance plus loin, puis c'est ça, man. Merci beaucoup. Allez, support Kerouac, Spotify, Facebook, Instagram, Paul Poulet, le nom le plus original et le plus hot de Instagram. Vous écoutiez La Guerre des pouces avec Alexis Lefebvre. Merci et bonne fin de journée. On est back now. On va laisser la facture dans le sac now. On va mettre nos textes sur le mur du Mac now. On fait pas de la musique, on fait du rap now. Back down, c'est une place now. On va mettre des gros sourires dans vos faces now. C'est le dos qui s'en va dans l'espace now. On est Apollon, c'était Apollo 13 now. Yeah, rajoute du son, rajoute la bass now. Je vois qu'on est un peu trop dans la caisse now. Je veux avoir ma photo dans la presse now. 4531 c'est l'adresse na. Paul Poulet musique. On est les rappeurs les plus fly dans la musique, yeah. On peut-tu fumer le dos dans la fusée? Goddamn, ça peut pas te fort dans la cuisinière. Pourquoi tu me check de même? Les clés du rap game changent de main, genre.
Paul Poulet va encore se lever demain. Ya, c'est un party, c'est une teuf, c'est un power. Tu vas danser qui roule quand j'en c'est le genre noir. On est Space Jam like Mike Bower. On est back, on est back, on est back now. Pourquoi tu me check de même? Les clés, Mesdames et messieurs, c'est le temps. Donnez tout ce que vous avez. Après ça, ça va être OGB. Mais pour nous, ça va être fini. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux vous entendre. Si vous les connaissez, je veux vous entendre. Backstage, backstage, back door. Payback, back so. Back country or back. Double black, diamond to her backtrack. Oh shit, faut rentrer dans le game avec. Oh shit, moi je m'en calisse du go. Check, il qu'une mix gratis, c'est gros. Cher, pas de cash. On est de retour. On est déjà parti. Les rappeurs, soyez comme un gardien averti. On est pas des no. Hell no. On est dans le coco. Tu sais que c'est le vilain bobo. Promo, les poteaux étaient au chaud. Tout a eu la FOMO. On fait le rap-lo dans ce putain de rap-jeu. Les vilains bobos s'en battent les couilles des rageux. On fait le rap-lo dans ce putain de rap-jeu. Wesh. Kill, fresh. Wow. On est back now. Mesdames et messieurs, nous étions Kiroak et Correct Ludo. C'est un plaisir.